J'avais très mal géré mon argent au début parce que je connaissais pas trop les impôts, les ci, les ça. Et en fait, je me suis pris un report de TVA, en gros, que j'avais pas prévu, qui m'a un peu mis dans le rouge. Je suis arrivée dans un truc que je connaissais rien. Enfin, j'étais pas une imposteur, mais je me suis fait une place sans être vraiment compétente au début. Comptable qui m'appelle et qui me dit ça fait 2 mois que t'es en déficit, que tu dépenses beaucoup plus que ce que tu gagnes. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en début d'année, je faisais autour de 20 000 euros de chiffre d'affaires. À partir de juillet, j'ai fait 100 000 et ensuite en septembre, j'ai fait 250 et ensuite en novembre, j'ai fait 550. J'aimerais bien avoir 4 000 personnes d'ici la fin de l'année là. Ce qui ferait à peu près combien dans chiffre chiffre d'affaires? Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Backstage, un format que je suis trop contente de vous introduire aujourd'hui. Il sera axé sur l'entrepreneuriat. Et dans ce podcast, on parlera business, développement personnel et surtout de la partie immergée du succès entrepreneurial. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, je suis doublement contente puisque Margot est avec nous. Bienvenue Margot. Merci beaucoup, je suis très contente d'être ici pour inaugurer ce format. Et je suis hyper contente que tu aies accepté l'invitation. Comment tu vas? Bah écoute, ça va super et toi? Bah ça va très bien, je te remercie. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques chiffres pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Très bien. Du coup, moi, c'est Margot, j'ai 24 ans et mon travail, c'est d'accompagner les femmes à lancer une activité en ligne. Les femmes qui partent de zéro, qui n'ont même pas d'idée de business, ou celles qui sont déjà un petit peu avancées mais qui n'arrivent pas à trouver de clients, qui n'arrivent pas à en vivre. Donc, je les accompagne au sein du programme Boost ton Biz. J'ai actuellement quasiment 1000 clientes, on approche doucement. En termes de chiffres, je sais pas ce que tu veux que je donne, chiffres... peut-être, alors tu m'as dit que tu avais 1000 clientes à peu près. Aujourd'hui, ton chiffre d'affaires... Mon chiffre d'affaires, du coup, l'année 2023, c'était 1,6 million. Donc voilà, j'étais beaucoup plus... Enfin, mon chiffre d'affaires était beaucoup plus bas au début d'année, et ça a bien... j'ai eu une croissance de ouf en 2023, donc j'ai terminé à 1,7 million quasiment. Ok. Donc voilà, c'est cool. Trop bien. C'est cool, ça marche. Trop bien. J'ai vu que tu t'étais lancé un objectif, je crois en novembre ou en décembre, de faire les 400 000 euros de chiffre d'affaires. C'est ça, en novembre, ouais. Chose que tu as réussi haut la main. Oui. Et tu t'étais promis une chose, c'est que si tu arrivais à les atteindre, tu offrirais un super cadeau à ta famille. Oui, c'est chose faite. Tu les as invités dans un château de dingue. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ça s'est passé Est-ce que c'était vraiment un objectif pour toi à tout prix de le faire En fait, moi, je me suis rendu compte que quand je me fixe un objectif financier, je suis déjà hyper motivée. Mais quand j'associe cet objectif à quelque chose que je peux offrir aux gens que j'aime, principalement à ma famille, ça me motive doublement. Et du coup, je me suis dit, ok, 400 000 euros en novembre, c'est énorme, mais si j'arrive à le faire, je vais pouvoir régaler ma famille pour Noël, je vais pouvoir les faire kiffer, passer un moment tous ensemble, parce que forcément tout le monde est un peu à droite à gauche, donc on se retrouve plus on était quasiment 30, donc ça n'arrive jamais de réunir sa famille comme ça. Et du coup, je me suis mis ça en tête, et en fait, quand je pensais à l'objectif, je me disais aussi, quand je vais les amener à l'endroit, quand je vais leur montrer la surprise, quand on va passer des moments ensemble, ça me motivait de ouf, ça me drivait de ouf. Ouais. Et du coup, c'était au-delà de mes attentes. On a passé 3 jours incroyables. Ça avait l'air incroyable. Mais c'était ouf. Et du coup, ça me motive d'autant plus. Je me dis, dès que je vais dépasser certains chiffres, je vais pouvoir faire encore plus ouf et je vais pouvoir les mettre encore mieux. Et en fait, c'est clairement ça qui me drive le plus parmi tout, c'est pouvoir faire kiffer mes proches. Ouais, c'est un ensemble en fait. Ouais, c'est ça va ensemble parce qu'en leur faisant plaisir, moi aussi, je me nourris et je suis trop heureuse. Donc, c'est un beau cocktail, quoi. C'était trop cool. Franchement, ça avait l'air incroyable. Et comment dire, du coup, tu as fait une vidéo YouTube justement pour un petit peu expliquer comment ça s'est passé et tout. Et il y a un truc qu'on voit souvent chez les entrepreneurs aujourd'hui, c'est que sur les réseaux sociaux notamment, ils essaient d'avoir une image un peu parfaite, entre guillemets, un peu lisse, où, entre guillemets, tout va bien et tout. Et toi, en fait, t'es venue, t'as un peu cassé les codes et tu t'es dit, moi, je me montre 100% authentique, je cherche pas à mentir ou à faire passer une certaine image de moi et tout. Comment ça t'est venu, cette envie de partager autant et d'être transparente 100%? Et est-ce que t'as eu des retombées vis-à-vis de ça? Alors j'ai eu des retombées ultra positives. En fait, je me suis rendu compte, comme beaucoup de gens, que Instagram, comme tu dis, c'est hyper lisse, c'est vraiment l'image parfaite. Et en fait, c'est facile de montrer ses réussites et de montrer tout ce qui va bien. C'est un beaucoup plus gros travail sur son ego et sur son ego principalement, de partager aussi ce qui va moins bien. Et on a aussi peur de se dire, si jamais je partage ça, les gens me feront moins confiance, ou je serai moins légitime, ou je serai moins, on m'accordera moins de crédit.
Et en fait, je l'ai fait la première fois, c'était déjà il y a 2 ans et quelques, où j'avais partagé. En plus, c'était c'était une difficulté financière. J'avais très mal géré mon argent au début parce que je connaissais pas trop les impôts, les ci, les ça. Et en fait, je me suis pris un report de TVA, en gros, que j'avais pas prévu, qui m'a un peu mis dans le rouge. Et j'avais partagé ça à l'instant T. Et en fait, j'avais eu énormément de retours en mode enfin, on voit des côté choses un peu plus réel, en fait, c'est ça, finalement, plus réel, parce que je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont fait face à des problèmes financiers à des moments, en feront face un jour. Et en fait, j'ai eu énormément de retours, beaucoup plus que quand je partageais des trucs positifs, parce que les gens m'ont dit mais ça fait trop du bien de voir ça. En fait, ils peuvent s'identifier à toi. Mais c'est ça, clairement. En fait, c'est ça crée. Et du coup, pourquoi je dis que ça a été bénéfique ? Parce que les gens me prennent pour une humaine totalement normale, qui des fois réussit des trucs, des fois échoue, fait des erreurs, se trompe, etc. Et du coup, ça me rend d'autant plus accessible, et mon message est encore plus fort, je trouve, parce que en montrant une image normale d'une fille normale qui a ses problèmes, qui essaye de faire au mieux, ça montre vraiment que si je le fais, les personnes qui me regardent peuvent le faire aussi. Et on peut pas s'identifier à quelqu'un qui réussit tout, qui a l'air de tout maîtriser, surtout que c'est tout pas contrôler, vrai, et c'est faux. Tout le monde passe par des échecs, on fait des erreurs et a besoin d'apprendre. Donc, Exactement. Et du coup, ça crée un lien encore plus fort. Et même personnellement, le fait d'assumer publiquement aussi mes échecs, mes erreurs, me rend plus indulgente envers moi-même, et me permet d'accepter plus facilement les échecs. Et en fait, je trouve que le fait de le dire publiquement, en fait, si t'arrives à assumer devant, entre guillemets, tous les gens qui te suivent que tu t'es foiré, petit à petit, t'as beaucoup moins peur que ça arrive, parce que tu te rends compte que les gens sont indulgents, que les gens te jugent pas, te critiquent pas, et au contraire sont bienveillants. Bienveillants, c'est ça. Et du coup, ça t'aide à assumer, et t'assumer aussi à toi-même, parce que tu te dis ok, j'ai fait une erreur, mais ça veut pas dire que du coup je suis nulle et que les gens me tournent le dos ou quoi. Donc ça m'a énormément aidé. Ouais, et puis surtout, il y a le fait aussi que tu décides de parler de tes objectifs avant de les avoir atteints. Et alors ça doit faire énormément réagir. Et surtout que au final, ça te permet toi de bien appréhender l'échec, parce qu'au final, ça te fait pas si peur que ça, puisque quand tu annonces un gros objectif quand même, il y a des risques de se foirer, mais à la fois tu te dis si je foire c'est pas grave, et je montrerai que c'est la vraie vie aussi, et je continuerai à taffer pour réussir à réussir mon objectif, tout simplement. Mais par contre, tu décides aussi d'avoir une certaine vulnérabilité par rapport à ton public, et donc tu es aussi assez ouverte aux critiques, parce que vu que tu vas parler aujourd'hui de tes relations, ta vie perso, tes chiffres, etc., j'imagine que tu dois te recevoir une vague de haine. 100%, clairement. Ça a été difficile à accepter, clairement, parce que moi j'ai toujours cherché quand même à plaire, comme beaucoup, mais j'étais pas très... Enfin, j'ai toujours cherché à ce que les gens m'aiment bien, à ce que les gens me trouvent gentille, etc. Pourquoi ? Je sais pas, je pense que... Pourquoi ? C'est une très bonne question. J'ai toujours eu ce besoin-là, même plus jeune, plus petite, et je pense que ça vient aussi de ton enfance, de mon enfance, je pense que je me sentais plus valorisée petite quand soit j'avais des bonnes notes, quand je réussissais telle ou telle chose, ou quand je faisais, quand j'étais quand je me comportais bien, quand j'étais gentille, quand je souriais, etc. Je pense qu'on a beaucoup valorisé ça, et que du coup j'ai grandi avec ça. Ouais, c'est ça. Et que j'ai toujours du coup je me suis toujours dit ce qu'il faut, c'est que les gens m'aiment bien, c'est que les gens me trouvent gentille, il faut que je sois une bonne personne, il faut que les gens se disent ça. C'est drôle ça. Mais du coup, le fait de commencer à me prendre pas mal de critiques m'a fait complètement travailler là-dessus, et m'a fait accepter que si j'étais moi-même, et si j'étais naturelle, et que du coup j'étais entière entre guillemets, il y a des gens qui allaient m'aimer, des gens qui allaient me détester pour ça. Oui, et c'est pas grave. C'est pas grave. En fait, en soi, ça ne change rien à ma vie de tous les jours que des gens disent telle ou telle chose sur moi. C'est juste que aujourd'hui, t'acceptes mieux la critique. Aujourd'hui, j'accepte, c'est ça. Je l'accepte complètement. Parce que dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui viendront et qui essayeront de te mettre des bâtons dans les roues, qui diront oui, dans tous les cas, son business c'est une arnaque. Oui, non mais voilà, entre autres, j'en ai eu plein. Et puis, mais en fait, c'est vraiment un peu une mentalité française. Mais oui. Mais enfin, je pense que c'est purement français, qu'il y a quand même un problème avec la réussite, et limite plus, j'ai l'impression, avec le fait de voir quelqu'un heureux, épanoui, bien dans son taf, bien dans sa vie, confiant, sûr de lui, etc. Ça crée vraiment des ressentiments de ouf chez les gens qui sont forcément moins bien, moins épanouis dans leur vie, tu vois. Du coup, j'essaie d'avoir limite un peu d'empathie. Je me dis si la personne est aussi virulente, c'est que intérieurement ça se passe mal, tu vois. Sinon, quelqu'un qui vient dans sa vie, qui voit mes contenus, même s'il valide pas ou qu'il est pas d'accord,
il va pas perdre son temps à aller cracher aller regarder, venin, il va aller écrire un commentaire. C'est ça, il va faire sa vie, il se dira bon bah elle je l'aime pas trop mais bon ça sert à rien que je lui dise et puis voilà je trace ma route. Il y a plein de gens sur le marché, je vais aller voir. Exactement. Ceux qui insistent, je me dis bon limite les pauvres, voilà. J'essaie de retourner le truc comme ça quoi. Mais c'était pas évident au début. Ok, c'est hyper drôle en vrai de savoir parce que souvent on se dit ouais non moi les critiques ça m'atteint pas et tout et il y en a beaucoup qui assument pas justement que ça peut atteindre et qui essaient de pas répondre mais au fond d'eux ils se disent c'est pas cool quand même. Ah non mais je sais pas si il y a des gens qui sont vraiment pas touchés par ça, je pense qu'il y en a qui le sont plus que d'autres mais il y en a beaucoup qui le montrent pas et notamment les hommes et c'est un sujet sur lequel je voulais parler. Ça, c'est un sujet. Ouais, vas-y. C'est vraiment les hommes et les femmes dans le business. Tu sais souvent aujourd'hui on a beaucoup plus de modèles masculins dans l'entrepreneuriat, les hommes osent plus, ils s'exposent, ils font sans trop se poser de questions, là où il y a beaucoup de femmes qui ont du mal à passer à l'action. Et toi, justement, c'est aussi ton travail de les pousser, de les lancer, etc. Est-ce que toi... Alors, je sais pas si c'est dit un peu bizarrement, mais est-ce que tu ressens un peu cette énergie masculine chez toi où, vu que tu te poses pas trop de questions, t'es juste... j'ai un objectif, je fonce, je me pose pas de questions, me pose pas de questions et j'y vais direct. Complètement. Je pense que je ressens de ouf cette énergie masculine, tout comme je ressens de ouf cette énergie féminine, que j'adore m'adresser aux femmes, j'ai beaucoup d'empathie, je kiffe, mon marketing, il est beaucoup plus tourné vers les femmes et naturellement, mais je pense que j'ai toujours eu un peu des deux énergies, je pense qu'on en a tous, tout le monde a des deux, mais que moi, je l'ai très rapidement développé parce que, tu vois, je sais pas quel lien ça a réellement. Mais tu vois, ma mère, elle m'a toujours dit quand j'étais plus petite, arrête de pleurer, allez, t'es forte, t'as besoin de personne. Sois indépendante, ne compte pas sur un homme. Voilà, ne compte jamais sur un homme, etc. Et j'ai grandi avec ça aussi. Je pense que ça a développé cette partie de moi aussi, naturellement, dès l'enfance. Et ce qui me sert aussi beaucoup aujourd'hui. En fait, ça t'a forgé, ça t'a permis de faire un peu ta place dans un milieu majoritairement d'hommes au final. C'est ça. T'es obligé de t'adapter au marché, entre guillemets, à ce qui existe et tu peux pas, même je pense que tu peux pas développer un business si t'as zéro énergie masculine, énergie d'action, énergie de let's go, j'y vais. T'es obligé de l'avoir ou de le développer et je pense qu'on en a tous en nous et que ça se travaille. Faut savoir faire la part des choses. La part des choses et avoir le bon équilibre. Mais, et toi, ça s'est développé avec le temps ou justement c'est ça direct quand t'as voulu lancer ton business, tu te dis ça y est, moi j'y vais à fond, je me pose pas de questions. Non, ça s'est développé. Je pense que naturellement, je me pose moins de questions que beaucoup de femmes, mais je m'en posais beaucoup plus au début que là maintenant. Et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai commencé à me rendre compte que tout le temps que je passe dans ma tête à me poser des questions, c'est du temps que je perds à faire les choses et du coup à tester. Et c'est le problème d'énormément de femmes que j'accompagne notamment. C'est le plus gros problème, je pense. Le problème numéro 1 des femmes et de beaucoup d'hommes aussi, mais principalement en tout cas des femmes que j'accompagne, c'est le passage à l'action. C'est est-ce que je dois le faire maintenant ? Est-ce que c'est la bonne cible ? Qu'est-ce qu'on vont dire les gens ? Est-ce que je suis légitime ? Est-ce que je suis à la hauteur ? Pareil, le syndrome de l'imposteur, c'est méga présent chez les femmes. Oui, je voulais en parler. Toi, tu l'as déjà eu justement, moi, ce syndrome de l'imposteur ? 100% aussi au début. Au début, je suis arrivée dans un truc où je connaissais rien. J'étais pas une imposteur, mais je me suis fait une place sans être vraiment compétente au début, comme tout le monde, tout le monde parle de zéro. Oui, t'as su saisir l'opportunité, tu t'es dit j'y vais à fond quoi. Et je me suis dit écoute, si je suis pas légitime, j'apprendrai à l'être, si je sais pas faire ça, j'apprendrai à le faire. Et pareil, c'est un gros travail et ça chez les femmes c'est un énorme travail. C'est un challenge. Tout est lié en fait parce que tu passes pas à l'action parce que t'as peur du regard des autres, parce que t'as peur de pas faire assez bien, t'as peur de pas être à la hauteur. Je pense que les femmes ont beaucoup ce truc de pas se sentir assez, de vouloir être à la hauteur, de vouloir faire toujours plus, d'être hyper perfectionniste, hyper faire au mieux tout le temps. Et du coup, cet excès de vouloir être parfaite, de vouloir être à la hauteur, empêche aussi de passer à l'action. Et sans passage à l'action, t'as beau faire ce que tu veux, il se passera rien. Ça sera rien du tout. Personne développe un business en étant dans l'inaction. T'es obligé de t'y mettre. Et plus t'arrives à passer à l'action malgré toutes les pensées que t'as en tête, plus vite t'avanceras. Et ça veut pas dire que les pensées vont disparaître. Moi, mon cerveau m'amène tout le temps des trucs de ça n'a pas marché, est-ce que tu devrais faire ça. Ouais, mais t'arrives à aller au-delà de tes pensées et te dire dans tous les cas, même si ça marche pas, je continuerai et puis à un moment ça marchera bien. C'est ça. Et ça s'apprend. C'est pas il y a des gens qui passent plus facilement à l'action que d'autres naturellement, je pense, de manière innée, mais ça s'apprend. Si c'est pas le cas pour toi, tu peux 100% apprendre à devenir plus proactive. Juste, il faut s'y mettre et il faut arrêter de se poser des questions. C'est ça. Et il faut
faut reconnaître que tu as un problème à passer à l'action pour pouvoir le régler. Et quand tu te rends compte que effectivement tu passes trop de temps à réfléchir, pas assez à agir, tu développes petit à petit un truc de ok, là je suis en train de réfléchir, allez je le fais, je verrai. Oui, même tu commences par de petites actions pour petit à petit évoluer. Et tu te rends compte que en fait, le pire, on joue pas notre vie dans l'entrepreneuriat, donc le pire qui peut nous arriver c'est de lancer un truc, ça marche pas, faire une offre, il y a personne qui achète, enfin, c'est vraiment le pire truc qui peut nous arriver. Et en vérité, c'est pas vraiment c'est pas si grave. Ouais, c'est pas grave du tout. Tu le refais un mois après différemment et ça marchera au bout d'un moment. Et si ça marche pas, tu le refais. Et puis si t'es sur un marché de base qui marche et qui est exponentiel, logiquement, c'est juste que ta stratégie va pas, mais t'as juste à la retravailler et ça ira mieux. C'est ça. Et c'est ce que t'aides aussi à faire dans Boost Ton Biz. Oui, carrément. Parce que beaucoup de gens, quand ils vont échouer à quelque chose, vont avoir tendance à chercher beaucoup d'excuses à l'extérieur plutôt que de se dire moi j'ai merdé à cet endroit-là ou j'ai pas fait ça bien. Parce que c'est plus facile de dire oui, mon marché il est saturé, oui, mes clientes ils ont pas d'argent, plutôt que de reconnaître ses torts. Sauf que c'est pareil, si tu remets la faute sur l'extérieur, t'avances pas non plus. Et très souvent, si t'as pas les résultats que tu veux, c'est ta faute entre guillemets. C'est pas culpabilisant, c'est juste reprendre le contrôle et se dire ok, en quoi est-ce que j'ai été responsable de ce résultat-là ? Qu'est-ce que je peux faire différemment pour la prochaine fois ? Et c'est comme ça que t'avances. Et je pense que il faut accepter de remettre la responsabilité sur ses épaules. D'accepter qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est pas grave, mais juste on a toute notre vie pour s'améliorer, pour retenter, mais il faut surtout pas t'enfermer et se dire c'est pas moi, c'est un tel, voilà. Toujours prendre sa responsabilité. Faut faire attention à ses pensées, mais c'est ça qui énormément qui détermine tout. Si quelqu'un se passe sa vie à se dire oui je peux pas y arriver, je vais pas faire bien, c'est ce qui va attirer en fait. C'est ça, c'est ce qui va attirer et ça va le bloquer à passer à l'action. S'il passe à l'action, ça va créer tu le fais avec une énergie où t'es sûr que tu vas pas y arriver, donc comment veux-tu que ça se passe bien si toi-même tout ce qui passe dans ta tête c'est je suis nulle, je suis pas capable, négatif. Je vais y arriver, c'est impossible. Et ça c'est pareil, faut observer ce que tu penses au quotidien. Ça peut être compliqué aussi de passer justement, tu sais, quand il y a beaucoup de femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, que t'aides aussi à se développer et qui doivent avoir énormément de blocages et de les faire switcher entre je suis nulle, je vais jamais y arriver, c'est hyper compliqué, le marché ne m'aime pas, ne veut pas de moi, etc. À les faire switcher. Comment toi t'arrives à justement essayer de... je pense que c'est beaucoup de... de répétition, tu vois, je fais des lives toutes les 2 semaines avec mes clientes, il n'y a pas un live où je parle pas de passage à l'action, de arrêter d'avoir peur de l'échec, d'y aller, de foncer. Et en fait, quand t'es dans Boost Ton Biz, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ça commence à remplacer tes croyances de base, tu vois. En fait, c'est juste une question de changer tes pensées, tes croyances, et en fait, ça vient beaucoup déjà en observant, en identifiant c'est quoi tes pensées, et en les remplaçant au début de manière pas très naturelle, en mode non j'arrête de penser ça, je pense ça, etc. Et au bout d'un moment tu switches la croyance que t'as de base. Une fois que tu t'es plus répété ta nouvelle croyance ou la nouvelle vision que tu vas adopter, petit à petit la première elle prend de moins en moins de place et t'arrives comme ça à reswitcher, mais c'est pas facile. Et je pense que c'est le taf numéro 1 que tout le monde devrait faire. Entrepreneuriat, pas entrepreneuriat, pour être heureux dans ta vie, t'es obligé de savoir... Tu te développes un mindset assez fort pour réussir, peu importe l'objectif que tu te lances au quotidien. Exactement. Et justement, toujours pour parler des hommes et des femmes dans le business, est-ce que toi, tu as ressenti à un moment, peut-être que c'est quelque chose que tu ressens aussi aujourd'hui, mais je pense que tu n'as plus trop à prouver, en tout cas, sur ce que tu fais dans ton business au quotidien. Est-ce que tu t'es déjà senti, peut-être, autour d'un groupe d'hommes, pas écouté parce que tu étais une femme, ou tu t'es senti, où les gens, ils te disaient, oui, c'est très sympa, Margot, mais... Bien sûr, voilà. Mais évidemment. En fait... toute la partie où j'avais pas les résultats que j'ai aujourd'hui, c'était un peu le schéma qui se passait, c'est que j'étais là. En plus, j'aime bien encore aller à des événements, rencontrer des gens, et c'est toujours majoritairement masculin, même si ça évolue de plus en plus. Et en fait, c'est jamais à moi qu'on venait poser une question, c'est jamais à moi qu'on venait naturellement parler business. Et je pense que c'est pas volontaire de la part des hommes. Moi, j'ai aucune partie de moi où je me dis... à ce niveau-là, je sais que c'est les mecs qui se disaient pas c'est une meuf, je lui fais pas confiance, elle est nulle, c'est sûr qu'elle est nulle en business. C'est juste que je pense inconsciemment, tu vas pas forcément demander à la seule meuf de la salle ses conseils concernant l'argent ou le business, tu vois. C'est sûr, mais... ça a travaillé, ça a changé, tu vois. Mais... Oui, maintenant il y a plus de femmes qui se développent aussi, et les hommes sont plus en train à écouter ce que les femmes ont à dire, parce qu'elles ont tout autant leur place dans le business. C'est ça. Petit à petit, ça arrive, mais quand je me suis lancée, donc il y a 3 ans, je vois une énorme différence aujourd'hui et il y a 3 ans. Déjà parce que moi, forcément, j'ai eu plus de résultats, et donc les gens m'écoutent plus qu'avant
parce que j'ai quelque chose à prouver, enfin parce que je peux prouver que ce que je dis a de la valeur. Oui, et que c'est légitime. Et que c'est légitime, mais même globalement, je trouve qu'il y a quand même un mouvement, il y a de plus en plus de meufs qui se lancent, de plus en plus de meufs qui réussissent, et du coup de plus en plus d'hommes qui se rendent compte que, en fait, on est tout autant capable, d'une manière peut-être des fois différente, mais d'atteindre les mêmes résultats. Ouais. Ouais, et justement, donc toi, tu te lances beaucoup d'objectifs au quotidien, etc. Et j'ai vu aussi que tu avais fait un TEDx. Oui. Et ça, je trouve que c'est hyper important d'en parler parce que c'est pas rien. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire, que tu regardais toi? Est-ce que tu avais envie? Comment on t'a contacté? Ouais. Ça a toujours été dans ma to-do list d'entrepreneur depuis que je me suis lancée. J'en regardais beaucoup avant. Et pour moi, c'était un peu le goal à atteindre de pouvoir faire un TEDx. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé que j'allais en faire un là maintenant. Enfin, quand on m'a contactée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Enfin, j'ai 24 ans. Bon, c'était TEDx jeune, tu vois, t'as TEDx jeune. Et au début, méga syndrome de l'imposteur. Genre, qu'est-ce que je vais raconter? J'ai rien à partager. Enfin, à côté de gens qui font des applis, des trucs de ouf, j'ai rien fait de spécial, tu vois. Et en fait, en parlant avec les organisateurs, je me suis détendue. Mais c'était un accomplissement de ma vie. Je pensais le faire, je te dis, à 30 ans, 40 ans. Mais c'était quand même un objectif. Tu t'es dit, je vais à tout prix faire le TEDx. C'était un objectif. Mais pour moi, c'était tellement pas dans les moments, enfin, dans les années à venir, que j'avais fait aucune action pour enclencher le truc. C'est juste qu'ils sont venus me trouver sur LinkedIn et ils m'ont dit ouais, t'es chaud. Ah oui, ok. Ouais. Genre j'ai rien eu à faire. Et donc du coup, j'aurais fait des démarches pour y aller dans quelques années quand je me serais sentie légitime, mais là c'est juste ça m'est tombé dessus. C'est ça m'est tombé dessus. Ils m'ont dit oui, le thème c'est quand l'impossible devient possible. On a vu ton profil, ça match de ouf. Est-ce que tu serais chaud à faire des sélections? Donc du coup j'ai dit let's go, j'ai direct dit oui et ensuite je devais faire une vidéo pour expliquer mon parcours et ils ont choisi du coup 5 personnes et donc j'étais dedans, donc je me suis retrouvée sur la scène de TEDx sans trop comprendre pourquoi ni comment. En plus ils m'ont prévenu 3 semaines avant le jour J, donc ça a été bien sportif au niveau des répétitions, etc. Mais ça l'a fait, donc c'est génial, trop cool. Parce que j'allais te demander du coup, est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui aimeraient justement se lancer, qui aimeraient, parce que je sais que c'est aussi valable sur candidature, et pour les personnes qui ont envie de se lancer dans cette aventure-là, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Parce que j'imagine que tu devais être hyper stressée pour la première fois. 100%. Déjà, je pense que tu pourras pas enlever le stress de... Oui, ça dans tous les cas. Et je pense que les gens, il faut qu'ils se rendent compte, parce que moi j'étais absolument pas au courant de tout ça. TEDx, c'est t'as un sujet, tu dois rédiger un nombre de mots précis, ton texte il doit être millimétré, tu le fais corriger plein de fois, ils te disent non, le mot là il va pas, faut que tu mettes le mot là, et du coup tu dois apprendre ensuite ton discours par cœur, presque mot pour mot. Ça dure combien de temps? C'est 14 minutes. Ok, ah oui, c'est pas mal donc quand même et moi j'ai eu 3 semaines, donc j'ai passé des nuits à faire ça, vraiment. Genre, j'étais devant mon miroir en train de répéter mon truc, c'était hyper stressant, parce que du coup faut savoir ton texte, tu peux pas te foirer, t'as pas le droit d'avoir de prompteur, t'as pas le droit d'avoir de notes, donc si tu bugs sur la scène, tu bugs et voilà, il se passe rien quoi. Donc c'est hyper stressant. Et puis même, moi j'ai tendance à parler hyper vite, avec les mains, des fois pas trop articulées, etc. Et là, ils m'ont bien expliqué qu'il fallait être beaucoup plus posé, il fallait faire des pauses pour laisser passer telle idée. Même il y a un truc au niveau des déplacements, genre si par exemple tu parles d'un truc positif, faut aller vers l'avant et te tenir comme ça. Si c'est négatif, tu repars un petit peu de la scène. C'est vrai, c'est hyper millimétré en fait. Millimétré de ouf. Il faut faire une pause à tel moment pour laisser, une pause de 3 secondes pour laisser autant au spectateur de digérer l'information avant de recommencer. Il faut surtout pas parler comme là je parle maintenant hyper vite, etc. Il faut vraiment articuler. C'est un sacré exercice parler. En fait. Ouais, c'est ça. Et en plus, donc il y a tout ça, il faut que tu rappelles de ton texte, faut pas que tu oublies. Et puis t'as la pression, t'as 500 personnes devant, c'est tout noir, t'as la lumière sur toi. Et donc c'est méga stressant. Ça va terroriser. Il y avait combien de personnes dans la salle? 500. Ah oui, donc okay, quand même, mal, en plus. C'était le plus gros truc que j'ai fait. J'avais fait des conférences devant 80, 100 personnes. Là, c'était mais c'était ton domaine, c'est ton secteur, donc tu savais ce que tu faisais. Oui, et puis c'était moi qui décidais si j'avais dans la conférence envie de parler de ça, et puis finalement je dérivais là-dessus, c'était pas grave. Là, tu t'as pas une anecdote qui te vient et que tu peux partager comme ça. Non, tu suis ton texte, et du coup c'est beaucoup plus stressant qu'il n'y paraît quoi. Moi, j'étais pas du tout prête, pas du tout préparée à tout ça. Mais du coup, t'as vécu une bonne expérience quand même. Aujourd'hui, t'es fière. Ouais, je suis hyper de l'avoir fait. Mais alors, de ouf, mais sur le coup, j'ai pas forcément apprécié le truc, tellement j'étais stressée, tu vois. Okay. Genre, après coup, j'étais trop fière, trop contente, et ça s'est pas, d'après les retours que j'ai eu, ça s'est pas trop vu sur la vidéo, mais
dans mon corps, c'était pas la folie quand je parlais. J'étais en mode, mais ok, c'est quoi la phrase d'après ? Il faut surtout pas que je me trompe. Ça fout une pression de ouf. Mais bon, c'est fait maintenant et franchement, je le referai si j'ai l'occasion, je le referai de ouf. Mais sur le coup, c'était pas l'expérience la plus c'était la plus difficile de ma vie de loin. Et le moment où j'étais le plus stressée de ma vie, je pense, c'était à cet instant. Ah oui. Oui, vraiment, j'abuse pas. C'était terrorisant. Ok, non, mais c'est trop cool comme expérience parce que moi, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui justement veulent se lancer et donc c'est trop bien de te recevoir et d'avoir aussi ton retour, ton background sur ça. C'est trop chouette. Et aujourd'hui, c'est quoi pour toi le plus gros challenge que tu as eu à vivre entre... ça fait 3 ans que tu t'es lancé dans ça. C'est ça. Depuis ces 3 ans-là, est-ce que tu as une idée, une petite anecdote à nous raconter sur un challenge que tu as... une difficulté vraiment que tu as ressentie dans tout ton chemin et les leçons que tu as apprises par rapport à ça aussi. En vrai, il y en a eu pas mal. Moi, je sais que j'ai eu pas mal de difficultés, j'en parlais tout à l'heure, financières, parce que j'ai une gestion de l'argent qui est très... j'en suis hyper détachée, donc je regarde pas trop mes comptes. Et là, j'ai ma mère d'ailleurs qui travaille avec moi et qui suit de manière millimétrée mes comptes jour après jour. Moi, je sais même plus sur mon téléphone pour te dire, je sais pas combien tu dépenses. Voilà, ça. Elle sait. Elle me fait fin du mois si j'ai envie un petit récap de ce qui s'est passé le mois dernier, etc. Mais moi, personnellement, j'ai et je sais pas d'où ça vient, mais j'ai une phobie vraiment j'ai peur d'arriver sur mon compte et de plus voir d'argent. Donc ça, c'est un truc à travailler parce que, voilà, je pense que j'ai un problème à ce niveau-là, mais bref. Mais du coup, ce qui fait que j'ai toujours été hyper détachée de l'argent que je gagnais et j'ai toujours beaucoup dépensé. Je suis hyper dépensière de base. Et du coup, ça a mené à des situations où je me retrouve à... genre je dépense plus que ce que je gagne sans m'en rendre compte. Une fois, je me rappelle, c'était après 1 an et demi, je crois, que mon comptable qui m'appelle et qui me dit non mais ça fait 2 mois que t'es en déficit, que tu dépenses beaucoup plus que ce que tu gagnes, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et moi j'étais en mode mais hallucinée, genre c'est pas possible, je sais. En fait, tu regardais pas, mais ta mère, du coup, elle regardait en même temps Ma mère, elle est venue après, une fois que j'ai eu X galères financières, pareil, la TVA, un report de TVA qui tombe, je crois que c'était genre 14 000 € à l'époque, mais j'étais ric-rac à ce moment-là, c'était énorme. Et du coup, ma mère, après tous ces galères, s'est dit, ok, vas-y, je reprends. Maintenant, elle travaille vraiment avec moi officiellement, elle gère toute la partie administrative, c'est un peu une histoire familiale aussi, parce que ton père travaille avec toi. Mon père, il est coach dans ma formation, ma mère s'occupe de mes finances, de ma compta, etc. Alors que eux, du coup, de base, ils n'étaient pas du tout dans l'entrepreneuriat. Zéro. Non, mon père, il faisait à côté de son taf... il a commencé à faire du coaching, de la préparation mentale. Ensuite, il s'est lancé en micro-entreprise pour aider des sportifs, principalement de haut niveau, à travailler mentalement, parce que il s'occupait beaucoup de l'aspect physique avec leur coach, mais pas de l'aspect mental. Et du coup, on s'est bien trouvé parce que mes clientes ont besoin de ce que mon père peut leur apporter. Qu'est-ce qu'il propose ? Voilà, il a vraiment des techniques pour travailler son mindset, clairement. Et ma mère, qui était de base prof des écoles, qui a toujours une passion pour la compta, les fichiers Excel, les trucs. C'est rare, hein. C'est rare, mais il en faut. Et là, je suis très bien entourée. Donc ça, pareil, l'objectif, c'est qu'elle puisse arrêter... Là, elle est à mi-temps, qu'elle puisse arrêter son taf et qu'elle se plonge dans mon business et dans le développement de mon entreprise. C'est génial, parce que du coup, tu ramènes vraiment tout le monde avec toi. Et ma petite cousine qui assiste ma mère dans les tableaux Excel, parce qu'elle adore aussi. Donc c'est vraiment une affaire de famille. Moi, je kiffe, parce que c'est des personnes en qui j'ai entièrement confiance. Oui, ça c'est sûr, il faut bien s'entourer justement. Ouais, c'est ça. Et c'est hyper important. Et pourquoi on parlait de ça? Je sais plus ce que je disais. J'ai posé une question. Mais même moi, j'étais tellement à fond sur ce que Oui, le challenge. Oui, voilà, du coup, le plus gros challenge. Les plus gros problèmes que j'ai eu, c'était financier. Pareil, recrutement, management, il y a eu énormément de fails, de ouf. Parce que moi, tu sais, on en revient à ce que je disais, je suis trop gentille, j'aime bien que les gens m'aiment bien, etc. Sauf que quand t'as des gens à gérer, c'est un gros red flag de vouloir tout faire pour que les gens t'aiment bien, parce que du coup, mais encore maintenant, c'est hyper difficile. Et du coup, pour moi. t'acceptes aussi beaucoup de choses. Mais oui, en fait c'est ça que tu devrais pas. Non mais voilà, exactement. Et parce que je me dis oui, mais moi je vais être je vais être sympa, j'ai pas envie qu'on me considère comme une patronne chiante, etc. Du coup, je suis hyper. Il y a un truc qui me plaît pas. Je travaille là-dessus, mais un truc qui me plaît pas, je te le dis pas parce que ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pareil, ça mène à des trucs où moi je garde plein de trucs à l'intérieur de moi et au bout d'un moment je pète les plombs. Et du coup, il s'est passé ça plusieurs fois aussi. Pareil, des gens. Il y a eu des cas un peu compliqués où justement où tu prenais trop sur toi et à un moment où tu te dis complètement. Ça y est, là il faut que. Il y a eu 3-4 collaborations où vraiment je prenais sur moi et clairement quand tu vois que la personne elle dit rien en face,
y a une partie des gens qui vont continuer, tu vois, qui vont se dire bon bah vas-y, elle est chill, je peux être très très chill, c'est pas grave, elle dit rien de toute façon, et qui en profitent un peu. Et du coup, au bout d'un moment, il y a des grosses répercussions. Ouais, c'est ça, parce que ça a des répercussions directes sur mon business, notamment 2 personnes avec qui j'ai travaillé qui m'aidaient dans la partie marketing, agence, pub, etc. Et déjà, j'ai perdu énormément d'argent, et même au niveau de ma crédibilité, vu qu'ils touchaient à mon image de près ou de loin, forcément, ça a eu un impact à ce niveau-là aussi. Par exemple, des Facebook ads, mais genre, je leur avais trop délégué les mails, le copywriting, etc. Et en fait, moi, je me disais, ils ont compris ma vibe, ils ont compris mes valeurs, et en fait, quand je vois dans les contenus qu'ils partageaient, c'était tout sauf... Tu vérifiais pas avant qu'ils... Non. Okay. Parce que en fait pareil, maintenant je suis plus tu voulais vraiment déléguer, mais je voulais déléguer, je me disais voilà, je leur fais confiance, ils m'ont convaincu que c'était des bonnes personnes, qu'ils avaient compris mon positionnement, etc. Donc au début je vérifiais les premiers, puis après je me disais vas-y, c'est bon, vous gérez, sauf que eux les 2 fois se sont dit oui, mais en respectant les valeurs de Margot, qui veut pas faire de promesses de rêve, qui veut pas être trop dans rejoins mon accompagnement et gagne 5 000 € à coup sûr, etc. Et ils trouvaient que c'était pas assez vendeur, donc ils se sont permis petit à petit, sans que je me rende compte, de modifier. Ouais, de switcher des petits trucs, de commencer à dire oui, gagne 3 000 € en 3 mois, alors que je n'avais jamais voulu promettre ça parce que c'est pas vrai, tu vois, c'est pas une certitude. Et du coup, ça a eu des répercussions qui étaient pas énormes, mais si j'avais laissé faire, ça aurait pu devenir catastrophique. Quoi. Donc voilà. Et puis 3e gros challenge, émotionnellement, c'est peut-être mon plus gros en vrai, c'est que moi je me laisse facilement submerger quand j'ai de l'anxiété, du stress, de la colère, etc. Et tu fais pas mal de crises d'anxiété en général ? Ouais, j'en faisais énormément. De base, depuis toute petite, j'en faisais énormément. Et j'en ai toujours fait. Après, ça allait mieux. Je suis partie en Australie, justement, pour essayer de prendre un peu de distance, commencer à travailler sur moi et être loin de l'environnement que j'avais avant. Et donc, ça s'est passé un petit peu. Mais là, en fait, depuis que je suis dans le business, dès que... j'ai des petites périodes où ça revient de ouf, tu vois, beaucoup. Oui, quand t'es un peu sursollicité, t'es submergé, tu penses à tellement de choses que vraiment t'es en surréflexion constante et tu sens que ça peut te peser au quotidien. Ça. Et puis en fait, quand je suis dans une période où je suis stressée, où je suis anxieuse, je vois beaucoup plus le négatif et je deviens beaucoup plus parano. Et en fait, je me dis vraiment très souvent, non mais là, il y a tout qui va s'arrêter, c'est une catastrophe. Dès que je vois un moindre petit problème, j'extrapole, je me dis non mais là, tout va s'effondrer, ça y est, c'est terminé. Et comment t'arrives à passer au-dessus de ça, justement, et à te remettre dans le bain, parce que c'est hyper compliqué de switcher, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont sûrement nous écouter, c'est sûr, qui stressent beaucoup au quotidien, qui font des crises d'anxiété, et qui n'arrivent pas à se remettre un peu dans le bain. Toi, comment t'arrives à... Surtout qu'en plus, t'as ton entreprise et tout à côté, t'as des clients, t'as des coachings à faire. En fait, je peux pas me permettre de me laisser submerger par mes émotions, même si je l'ai fait, et ça a mené à des problèmes aussi. Mais en gros, déjà, c'est un travail de long terme. Je pense que tu guéris pas, tu travailles pas ça en 2 semaines. Tu vois, moi, ça fait 4 ans que je m'acharne à essayer de travailler sur cette partie-là de moi qui n'est pas compatible avec avoir une entreprise en pleine croissance. C'était trop émotif, tu prends des mauvaises décisions, tu prends des décisions sous le stress, du coup ça marche pas, c'est pas possible. Et du coup c'était déjà arrivé justement de prendre une décision sous le stress et que ce soit une catastrophe. Mais bien évidemment. T'as un exemple je réfléchis en fait, à plein de moments où, par exemple, je me dis, ok, là, j'ai un problème, par exemple, avec l'argent, je reviens à ça parce que à un moment, du coup, je me disais, ok, là, j'ai plus d'argent, il faut absolument que j'en ai, etc. Et du coup, je faisais des lancements, mais en fait, d'extérieur, je m'en suis rendu compte après, mais d'extérieur, j'ai complètement tourné en mode, toute ma communication était tournée autour de trouver des clients, du coup je parlais que de ça, j'étais en mode limite pas suppliante, mais tu sais, genre venez s'il vous plaît, etc. Et ça, c'est des trucs, là avec le recul, je me dis mais comment tu peux te permettre de paraître comme ça, alors que c'est ta communication, c'est ton image, sauf que sur le coup du stress, du manque d'argent, j'étais en mode faut absolument que je trouve des clients, du coup j'étais plus même dans mes discussions. Tu communiquais sur ça, sur tes réseaux et tout, je communiquais, non pas trop. Okay. Je communiquais pas trop, et même en DM, j'étais un peu plus en mode bon allez les filles venez, tu sais, j'avais des trucs en mode tu poussais un peu, c'est ça, je poussais de ouf, et même avec même avec mon équipe encore aujourd'hui, si moi j'ai un coup de stress, je vais foutre le stress à tout le monde, je vais être en mode oh là là les filles ça va pas du tout, il se passe ci, il se passe ça, et du coup moi je me suis entourée de personnes beaucoup moins émotives que moi, ce qui m'aide à trouver aussi une balance, un équilibre. Si moi je commence à partir dans mes trucs, la personne, par mon bras droit, Méline, qui va me dire bon non, ça c'est ok, ça c'est bon, t'inquiète, je gère, etc. Donc
déjà je m'entoure de personnes qui sont un peu plus raisonnées que moi à ce niveau-là. Et surtout, c'est un travail de... en gros, j'essaye de... Dès que je sens... Tu sais, quand t'as une émotion d'anxiété, d'angoisse, tu le sens physiquement, que ça vient, tu vois, genre t'as un nœud dans le ventre, t'as une boule dans la gorge, tu as envie de pleurer, tu te sens pas bien, et même j'ai le cœur qui bat vite, moi j'ai chaud, etc. Et du coup, j'essaye de prévenir en me disant, dès que je ressens physiquement une montée de stress, une émotion qui monte, directement je me dis, ok, à quoi est-ce que je pense là ? Qu'est-ce qui me provoque instantanément cette émotion-là ? Parce que ton émotion elle est toujours reliée à un truc auquel tu penses 2 secondes avant, tu vois. Tu penses à un truc, du coup tu ressens une émotion associée. Et donc dès que j'ai l'émotion associée, je me dis, ok, à quoi je pense ? Je pense à, je sais pas, tel truc qui me stresse par exemple. Et ben, soit j'arrive à trouver une solution directement en me disant, ok, je mets en place cette action-là ou je fais cette chose-là pour sortir de mon état. Soit je sens que c'est trop et que ça me touche trop. Et du coup, en général, ce que je fais, c'est que je fais un truc qui m'occupe l'esprit pendant quelques heures. Par exemple, soit je sors me promener, je vais faire du sport, je regarde un truc, un épisode, un truc vraiment qui me coupe. J'appelle une pote, je vais manger avec quelqu'un, un truc où vraiment je peux pas penser, où je pense plus à ça. En fait, quand je reviens 2 heures plus tard sur le problème en question, je me dis en fait non, il y a cette solution là, je peux faire ci, je peux faire ça, etc. Mais en fait tu dédramatises vraiment le problème que tu as eu et l'anxiété qui est montée d'un coup. Exactement, et tu dis, mais exactement. Et en fait j'évite de reproduire au maximum l'erreur de j'ai un pic de stress qui monte, donc je me dis sur l'instant alors que j'ai l'émotion, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, parce que en fait je réfléchis pas avec l'esprit clair quand je suis dans une émotion comme ça. Et du coup maintenant mon principe c'est t'as une émotion, tu sais pourquoi, t'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures que tu te sens plus du tout comme ça, et là tu reviens au problème. Tu réagis pas sur le voilà, du c'est problème. Ça. Et tu prends aucune décision sur l'instant. Et en vrai ça m'aide, mais voilà, c'est un travail que je fais encore maintenant et que je fais depuis longtemps, donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais je pense que déjà le fait de reconnaître quand t'as une émotion qui monte et de savoir, enfin directement d'avoir la conscience. Ouais, la conscience, c'est ça, la conscience de se dire ok, je ressens ça parce que telle raison, j'ai peur de ça. Du coup, déjà, le fait de prendre conscience règle une partie du problème, parce que au fur et à mesure des jours, t'apprends à savoir ce qui te fait peur, dans quoi tu te sens pas safe, qu'est-ce qui provoque ce sentiment de pas te sentir en sécurité. Et t'apprends à te découvrir aussi. Je pense que c'est beaucoup d'introspection, beaucoup de apprendre à se connaître, et du coup apprendre à connaître ses plus grandes peurs et du coup ses plus grands besoins, et les nourrir petit à petit. Mais bon, c'est un taf de long terme, quoi, et qui dure toute une vie, parce que là je m'estime pas du tout maître de mes émotions encore, mais beaucoup plus qu'il y a 3 ans, quoi. Bon, c'est sûr. Donc, tu nous disais que tu travaillais avec ton père, du coup, ta mère qui a rejoint, la petite cousine aussi qui vient se mêler à tout ça. Aujourd'hui, pour faire les chiffres d'affaires que tu fais, c'est assez exceptionnel. J'imagine que tu as un process qui est mis en place. Et comment, justement, tu arrives aujourd'hui à tout calculer, à faire en sorte que voilà, ton équipe, elle ait telle chose à gérer. Est-ce que derrière, tu as peut-être quelqu'un qui est dans la communication? Comment tu vas gérer un peu tout ce process de ta boîte, en fait? Donc, moi, comme je disais au début, mon entreprise, elle a grandi en fin d'année 2023, parce qu'en début d'année, je faisais autour de 20 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui était déjà trop cool, mais ça faisait un an. C'était quand? C'était début d'année, janvier 2023, là. Janvier 2023 ? Ouais. Tu faisais 20 000 euros? Ouais, c'est ça. Ok. Du coup, ça... C'est allé super... ça a été hyper vite cette année, donc forcément ça a causé, j'ai dû recruter en masse, etc., parce que je faisais 20 000, à partir de juillet j'ai fait 100 000, et ensuite en septembre j'ai fait 250, et ensuite en novembre j'ai fait 550, et... Ok, donc entre les 20 et les 100 000, il y a quand même eu une longue période. Il y a eu 6 mois, ouais. 6 mois, il y a eu 6 mois, t'as travaillé dessus. Voilà, c'est ça, où là tous les mois c'était, mon objectif c'est de faire 100 000 euros ce mois-ci, et genre, j'étais, j'arrivais pas. À un moment j'ai réussi, et donc je me suis dit, ok, ça me motive de me dire je vais essayer de doubler dans 2 mois. Donc je me suis motivée, j'ai fait ça, j'ai doublé, ensuite j'ai redoublé entre septembre et novembre. Mais du coup, le problème qui s'est passé, c'est que j'avais genre 6 fois plus de clientes, 10 fois plus de clientes, donc beaucoup plus de besoins humains pour les gérer, beaucoup plus de plein de trucs, plus de tout, quoi, plus de stress, etc. Et du coup, j'ai non mais voilà, il est là, il a été très présent en 2023 évidemment, mais du coup j'ai dû recruter pas mal de personnes. J'ai fait une erreur qui était de
réagir sous l'émotion, encore une fois, d'être dans la pression de me dire il y a 200 nouvelles clientes en plus là dans le programme, comment je vais faire, donc ok, j'ai besoin de ça, je faisais des stories sur Instagram genre qui est dispo, enfin qui sait faire ça, et je prenais les premières personnes qui m'envoyaient un message sans faire de test, sans vérifier, parce que c'est dans la pression. Vrai, mais oui, ça c'est encore une fois, c'était pas raisonné, c'était comme pas réfléchi, c'était, tu t'es dit il me faut à trouver quelqu'un, ok bon bah je stresse, ça va pas le faire, tout va s'écrouler si mes clients sont pas contents, donc les premières personnes qui viennent, je les prends. J'ai pas le temps de les former, donc je demande à un tel, ouais, tu peux t'occuper de telle personne. Et du coup, plein de gens dans l'équipe, gérer plein de gens, mais personne savait qui faisait quoi. Enfin, c'était un gros bordel. Ah ok, t'avais pas mis un système en place pour que tout le monde puisse communiquer ensemble. Je suis très mauvaise en système, process, etc. Dans le management. Très mauvaise, vraiment. Okay. C'est vraiment pas mon truc. Et t'as quelqu'un aujourd'hui oui, voilà, qui gère cette partie. En fait, ça a été ma solution, ça a été de trouver quelqu'un qui est Méline, du coup, toujours, qui est très process, Notion, qui fait ça, le projet, il y a telle personne. Et du coup, elle a restructuré mon entreprise avec un pôle pour la communication, un pôle pour l'acquisition, un pôle pour l'expérience client, le suivi des clients. Du coup, il y en a 5, je crois. Et elle a nommé des référentes, en gros, de chaque pôle qui a des gens en dessous, entre guillemets, pour... Et du coup, en fait, ça fait un organigramme, genre moi, Méline, les référentes et les personnes en dessous. Et du coup, c'est restructuré de ouf. Mais moi, ça, j'étais incapable de le faire moi-même. Donc, j'ai dû retrouver un bras droit, en gros, pour gérer ça. Mais du coup, entre les 20 000 que t'as fait en janvier et les 100 000, t'étais toute seule à tout gérer. Ouais. Et c'était un énorme bordel. J'avais une équipe suivi client. Je l'ai toujours eu, l'expérience client, les coachs, de la formation, etc. Ça, je l'ai depuis la création du programme. J'ai toujours eu... au début, je travaillais avec 4 coachs, je crois, et elles ont petit à petit pris de plus en plus de place parce que de plus en plus de clientes. Donc, j'ai toujours eu minimum 5-6 personnes qui s'occupaient de mes clientes. Donc, parce que ma priorité, c'était toujours... que mes clientes soient bien, mais toute la partie marketing, acquisition, gestion, etc., j'ai toujours géré moi-même jusqu'en juillet, où là, si je recrutais pas des gens pour m'aider, ça allait droit dans le mur, parce que je peux pas gérer tout seul. Mais oui, c'est ça. C'est presque il n'y a pas du jour au lendemain. Oui, c'est sûr, t'as travaillé pour, mais ça. Je veux dire... Mais quand même, du jour au lendemain, ça c'est passé de 20 000 là, en novembre, 500, tu vois, donc c'était... Même avec le recul, j'ai pas encore pris le temps, dis-toi, de vraiment me poser et tout, parce que je voulais le faire en fin d'année, mais j'avais plein de trucs à faire, et j'ai pas eu le temps de vraiment analyser ce qui s'est passé, mais j'ai rien compris sur l'année. Genre, je me suis dit, c'est trop contente, trop bien, c'est trop cool, mais ça découle de plein de trucs. Que, mais oui, je sais pas comment ça s'est exactement passé, que tu te poses et que tu dises 5 minutes. Mais tu vois, je sais comment ça s'est passé, mais en fait, il s'est passé tellement de trucs en même temps. Dans ma tête, c'était... Le brouhaha. Ouais, c'est ça. T'as besoin aujourd'hui de tout restructurer, toi dans ta tête. Et ça va petit à petit, ouais. Déjà, c'est restructuré au niveau de l'équipe, mais il faut juste moi que je fasse un petit bilan et tout, et que j'analyse, parce que pareil, du coup, j'ai grave stressé, j'ai été... dans ma tête, c'était pas toujours fun, tu vois. J'étais en mode... En fait, ma plus grande terreur, c'était que mes clientes se rendent compte que ça va trop vite et du coup se sentent moins accompagnées, plus une parmi tant d'autres. Et ça, c'était ma phobie depuis le début. Je me dis, peu importe le bordel dans ma tête, dans mon équipe et tout, tant que mes clientes... Elles ont ce qu'elles veulent, elles sont contentes. Ouais. Le reste, je gérerai, je me débrouille. Et du coup, j'ai toujours maintenu ça. Mais, par exemple, mon équipe, sur la fin de l'année, elle était en mode, mais nous, on peut pas continuer comme ça. On peut pas accueillir 200 clientes en plus, alors qu'on a eu limite, on en avait plus accueilli en un mois qu'en une année, sans qu'on soit prévenu à l'avance, sans qu'on puisse s'organiser. Il faut restructurer, ça va pas. Nous, on n'a aucune visibilité. Je me suis un peu... et elles ont eu bien raison de me le dire, parce que c'est un peu... C'est pas mes potes, mais... en gros, c'est devenu mes potes, les personnes avec qui je travaille. Oui, mais il y a toujours une certaine distance du fait que vous restez pro dans ce que vous faites. Bien sûr, on est pro et puis après on s'entend hyper bien, mais du coup je leur ai toujours donné la place de me dire s'il y avait des trucs que je faisais pas bien ou des trucs... C'est important, ça, c'est pour une hyper équipe. Important, ouais. Et du coup elles savent qu'elles peuvent tout me dire, et là elles m'ont dit, meuf, ça va trop vite, soit tu calmes le développement, soit tu recrutes des gens, mais là c'est pas possible. Et c'est quoi du coup la décision que t'as prise ? J'ai recruté des gens. Je me suis dit, je vais pas me calmer, mais par contre je vais beaucoup mieux m'entourer, et là on est une 25, 27, je crois. Donc ça commence à être pas mal. Mais bien structuré, ce qui fait que moi maintenant, j'ai un contact que avec Méline quasiment. Ok. Et elle s'occupe de coordonner tout en interne. Mais du coup, t'as combien de pôles aujourd'hui ? J'en ai 5.
J'ai du coup communication, acquisition, avec les challenges, etc., les trucs que j'organise. J'ai trucs techniques, web design, automatisation, tout ça. Partie financière, compta, qui est gérée par ma mère, du coup, elle est toute seule. Et la partie, qu'est-ce que j'ai ? Oui, expérience client, la partie vraiment interne, suivi des clients, succès des clientes, etc. Ok, et aujourd'hui, du coup, pour trouver tes clientes, le premier accès que tu utilises, c'est tes réseaux sociaux, c'est ça ? Ouais, c'est que ça jusque-là. Et toi, c'est toi qui gères tes réseaux sociaux aussi ou par exemple, quand tu vas faire un post sur Instagram ou sur LinkedIn, est-ce que c'est toi qui vas tout écrire ? C'est toi qui... c'est moi. Ok, donc tu restes quand même la première... Oui, c'est la seule chose que je garde et que je vais garder, je pense, pour un long moment, c'est mes contenus, parce que je pourrais le déléguer, mais je pense que... Ce serait moins authentique, ça te ressemblerait moins. C'est ça. C'est la seule... Aujourd'hui, mes contenus, c'est la seule chose qui fait que mes clientes veulent acheter chez moi. Et qu'elles te font confiance. Et qu'elles me font confiance, parce qu'il y a cette proximité, et même le meilleur copywriter du monde ou le meilleur monteur du monde pourrait pas transmettre exactement ce que je veux transmettre au moment où j'ai envie de le transmettre. Donc en fait, mon taf aujourd'hui, c'est principalement mon contenu et organiser les challenges plusieurs fois dans l'année pour... faire mes lancements, quoi. Et c'est quoi du coup exactement les challenges ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que tu organises ? En gros, je me suis dit, c'est ça qui m'a permis de scaler l'année dernière, c'est parti d'une idée de me dire, je faisais des masterclass avant, ça marchait bien, mais pas... ça marchait bien, ça me faisait faire 20 000 € par mois, donc c'était top. Mais je sentais que ce qui manquait, c'était vraiment que les filles puissent se rendre compte de en quoi consiste mon programme et de l'impact que ça peut avoir. Et je me suis dit, en fait, je vais recréer mon programme de manière gratuite pendant 5 jours, et l'objectif, c'est d'apporter une tellement énorme transformation, tellement énormément de valeur pendant 5 jours, qu'elles se disent, en fait, si ça, c'est ce qu'on me donne gratuitement, qu'est-ce que ça va être si je rentre dans le programme et que j'ai accès à vie, à tout ça, et que ça se passe toujours comme ça. Et en fait, j'ai construit une challenge en me disant, ça doit être un Boost ton Biz version gratuite, pour que comme des portes ouvertes, tu vois, que les meufs, elles arrivent, elles voient l'environnement, elles voient l'univers, elles voient l'énergie, la valeur, la formation que je leur donne, et qu'elles se disent à la fin, en fait, je peux pas continuer toute seule dans mon parcours entrepreneurial, alors que je peux avoir cette communauté, ce suivi, ce soutien, etc. Okay. Donc c'est ça va un peu leur teaser le programme. Ça leur tease le truc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a tellement un engouement pendant le challenge. Moi, je recrute énormément de personnes pendant le challenge pour accompagner individuellement chaque inscrite. Donc en fait, chaque personne inscrite a une référente, une ambassadrice, qui va s'occuper de répondre à toutes ces questions, qui va la rassurer, qui va la motiver. C'est top ça. Donc, et ça, c'est un niveau... Parce que du coup, elles se sentent vraiment prises au sérieux dans de manière gratuite. C'est ça. Et c'est ça, et elles se disent, mais du coup, qu'est-ce que ça va être payant ? Et ça, je pense que mes concurrents vont pas... Mon avantage, c'est que mes concurrents vont pas jusque-là dans le gratuit. Et du coup, moi, je mise tout sur le gratuit, sur la qualité de ce que je propose gratuitement. Bien évidemment, mon offre est encore plus ouf, mais même gratuitement, je me dis, en fait, c'est le reflet de ce que j'offre de manière payante. Et du coup, je mets énormément d'énergie, d'argent, de temps dans organiser des challenges, vraiment, où les meufs, elles ressortent, elles se disent, mais en 5 jours, j'ai plus avancé que depuis 3 ans, tu vois. Et en fait, je ne peux pas continuer toute seule. C'est un peu l'effet que j'ai envie de créer avec les challenges. Et du coup, est-ce que tu as des autres objectifs par rapport à ça, ou tu veux vraiment rester un peu dans l'écosystème que tu as créé, justement, ton challenge, etc. Pour l'instant... Tu sais que tu veux développer autre chose. Pour l'instant, je reste là-dessus. Je me dis que les perspectives de développement de Boost ton Biz et de tout ce mouvement-là, elles sont énormes. Et que pour l'instant, j'ai pas besoin de... En fait, moi, je suis quelqu'un de très focus. Et du coup, je me disperse pas et je laisse aucun autre projet, je suis vraiment sur Boost ton Biz, sur son développement, parce que je sais que le potentiel, il est infini, non, mais il est à l'échelle de toutes les femmes en France qui se sentent pas bien dans leur travail ou dans leurs études, ou qui ont envie de travailler pour elles-mêmes. Et du coup, c'est un marché qui est hyper large. Et moi, c'est la seule chose qui m'anime, c'est aider les meufs à devenir indépendantes et à prendre le pouvoir de leur life et à faire ce qu'elles veulent et à être heureuses et à se sentir bien accomplies, etc. Et du coup, c'est ce qui m'anime le plus. Il y a un potentiel, un marché qui est énorme. Je pense que j'en suis qu'au début de tout ce que je peux faire, donc je reste uniquement là-dessus pour l'instant. Je reste focus à 100%. Parce que c'est ce qui marche au final chez toi. Carrément. Je pense que si tu peux... t'as des entrepreneurs qui sont beaucoup plus multi-projets. Et je pense, moi j'ai pas d'avis genre c'est bien, c'est pas bien. Je pense juste que si tu veux aller vite,
faut que tu sois focus. Ouais, moi je pars du principe aussi que si tu veux vraiment réussir dans ton business sur le long terme, t'es obligé de rester focus sur une activité et d'essayer justement de la développer un maximum pour, tu pour avoir des résultats. C'est ça. Et tu vois, là, si j'avais envie de développer autre chose, je pourrais très bien me dire, et ça ce serait 100% ok, Boost on Biz, je le délègue. Enfin, je délègue, voilà, je détache un petit peu mon image, je gère mes réseaux sociaux, je fais gérer mes réseaux sociaux. Ça marchera peut-être un petit peu moins bien ou ça pourra pas se développer beaucoup plus, mais j'aurai du temps pour autre chose. Donc je pourrais là me dire, bon, je stabilise et je vais faire un autre projet, mais en fait, j'ai pas envie de faire un autre projet. J'ai même pas. T'as raison de rester sur ce qui marche au final. C'est ça. Et ce que j'aime aussi, tu vois, c'est que si j'aimais pas ou si ça m'avait saoulé, je m'étais un petit peu lassée, j'y réfléchirais. Mais là, c'est tout ce que j'aime faire, donc je vais pas. Et du coup, là, t'es à un challenge tous les 2 mois, c'est ça ? Ouais, là, je vais en faire 4 l'année prochaine. 4 l'année prochaine ? Ouais. Donc, voilà. Ça, l'objectif, c'est toujours de me dire, j'essaie de doubler mon résultat d'un challenge à l'autre. Doubler le nombre de clientes qui rentrent d'un challenge à l'autre. Et ça dure 5 jours, ton challenge ? Ouais, c'est ça. 5 jours. Et est-ce qu'il y a aussi du présentiel ou Non, pas pour les challenges. Ok, ça, c'est vraiment pour le programme, les que pour les clients clientes. rejoindre. Ouais. Ok, ça c'est top aussi de faire des rencontres comme ça. Mais oui, là j'ai été ce week-end, c'est incroyable. Ça donne une autre dimension au programme, ça rend plus concret l'énergie qui est entre nous. Ça permet de rencontrer aussi d'autres femmes qui sont dans la même situation. Exactement. Et elle kiffe de ouf. C'est de la valeur pour elle, c'est de la valeur pour moi, parce que même moi, de voir de mes yeux le travail qu'on fait avec l'équipe, ça matérialise un peu voilà, Boost on Biz, c'est très abstrait, entre guillemets, dans le sens où voilà, il y a plein de meufs qui ont rejoint, mais à part sur le Slack, je les vois pas forcément. Et du coup, ça rend vraiment concret tout ce qu'on met en place, quoi. Donc, c'est trop cool. Et qui dit, du coup, moi j'ai l'impression que tu as eu un succès assez rapide quand même. Tu as travaillé pour, forcément. Mais en très peu de temps, tu t'es aussi pas mal entouré de personnes. J'imagine que tu as dû un peu switcher ton cercle. Et que tu as rencontré énormément d'infopreneurs. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as remarqué peut-être chez la majorité d'entrepreneurs, que ce soit des hommes ou des femmes, peut-être un trait qu'ils ont en commun, chez les gens justement qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui, que ce soit en positif ou en négatif? Il y a quelque chose que tu as remarqué déjà, passage à l'action, ça, voilà. Les gens que je côtoie qui réussissent sont des gens qui font des choses et pas qui attendent que ça se passe. Donc franchement, c'est le trait de caractère le plus commun, c'est t'as des rêves, t'as des projets, t'as des envies, tu les fais, tu les matérialises concrètement. Ça, c'est un point qui revient tout le temps. C'est les trucs les plus bateaux, mais persévérance, tu vois, c'est genre t'as un échec, non, tu t'arrêtes pas à ça. Et je pense qu'il y a aussi ce truc de moi je l'ai et beaucoup de gens l'ont, c'est j'arrêterai jamais tant que j'ai pas atteint ce que je veux. Et il y a ce truc de j'ai mon objectif, je peux me prendre 20 murs, 30 murs, je peux mettre des mois, des années à l'atteindre. Je n'arrêterai pas tant que je l'ai pas atteint. Et ça, c'est un truc qui est hyper important. Et tu penses que ça peut pas être aussi mauvais, et justement de t'enfermer dans quelque chose si jamais toi-même t'es sûr, donc toi tu sais que ça va marcher, etc., parce que t'as testé, etc., mais peut-être il y a des personnes qui vont s'enfermer dans un système où ils vont se dire ça va marcher alors que c'est pas forcément la bonne chose à faire. Je pense qu'il faut quand même être pas intelligent, mais tu sais, genre observer. En fait, si par exemple pendant 3 mois tu postes sur Instagram le même type de contenu parce que tu penses que ça marche et qu'il y a 0 résultat, t'as pas d'engagement, t'as pas d'interaction, il se passe rien du tout, ça devient pas viral comme voilà, remets-toi en question. Je pense qu'il faut beaucoup se remettre en question, et c'est pour ça que quand je dis genre passer à l'action, avoir son objectif et continuer d'avancer, c'est pas forcément en faisant exactement la même chose, mais c'est tu vois, par exemple, typiquement pour atteindre ton objectif tu dois publier tous les jours sur les réseaux sociaux, par exemple, et ne pas publier tous les jours pendant 1 an sans se demander est-ce que ça marche, est-ce que je peux faire mieux, est-ce que je peux optimiser, est-ce que je peux améliorer, se poser les bonnes questions. C'est ça. Je pense qu'il y a ce truc de persévérer, de jamais lâcher, et de régulièrement regarder derrière et se dire ok, est-ce qu'il n'y a pas un truc que je peux améliorer, est-ce que je peux pas faire mieux, j'ai pas eu les résultats que je voulais, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux tester, qu'est-ce que je peux améliorer. C'est aussi hyper important. Je pense que c'est corrélé, c'est ok, tu passes à l'action et tu suis ton truc et t'arrêtes pas avant que ça marche, mais régulièrement tu te remets en question et t'essaies de faire mieux, et t'es pas entre guillemets bêtement en train de suivre
un truc sans te poser la question. Je pense qu'il faut régulièrement se dire est-ce que c'est pertinent ce que je fais, il y a beaucoup de personnes qui se calquent aussi sur d'autres qui ont réussi, et parfois c'est des stratégies qui vont pas spécialement marcher pour eux parce qu'ils ont pas la personnalité qui vont avec, parce qu'ils ont pas comment dire, c'est clairement pas toi directement, donc en fait il faut qu'ils puissent aussi eux-mêmes tester leur propre stratégie, et parfois ça peut être hyper compliqué de... Ouais, et je pense que un facteur aussi qui est important à prendre en compte, c'est comment tu te sens quand tu fais les actions que tu es censé faire, tu vois. Est-ce que c'est un truc que tu fais naturellement, voilà. Est-ce que tu le fais bien, t'aimes bien le faire, t'es content de le faire même si t'as pas de résultat, ou est-ce que c'est un truc que tu fais parce que tu sais que tu dois le faire, je dois faire une story, bon je le fais, mais est-ce que genre c'est quoi l'émotion, encore une fois, même physiquement, que t'as quand tu fais tes actions? Est-ce que tu kiffes, et est-ce que tu pourrais le faire tous les jours pendant des mois sans avoir de résultat, en continuant de kiffer le process? Et ça c'est une bonne métrique aussi pour savoir si t'es sur le bon chemin. Moi aujourd'hui faire des podcasts par exemple, faire des contenus sur LinkedIn, des posts sur Instagram, animer des lives, etc., c'est un truc que profondément j'adore faire, et même si là j'ai un autre business ou alors voilà, je gagne plus d'argent, ce sera toujours le plaisir de le faire. C'est naturel en fait, je pense. Et je pense qu'on a tous des choses qu'on aime naturellement faire, qui sont naturellement faciles pour nous, et du coup sur lesquelles il faut absolument miser pour aller plus vite. Encore une fois, tu peux réussir à développer un business qui t'ennuie, entre guillemets, ou qui te fait pas kiffer. Mais sur le long terme, c'est difficile de tenir quand même. Tu tiendras pas. Et surtout, si t'as pas de résultat, va faire les mêmes actions pendant 6 mois, pendant 1 an sans résultat. Si t'aimes pas ce que tu fais, c'est impossible, tout le monde va lâcher. Et il y a des gens qui lâchent simplement parce que ils aiment pas ce qu'ils font chaque jour. Et dans ces moments-là, moi je dis souvent à mes clientes, quand tu te réveilles le matin, est-ce que t'as hâte, même si t'as 0€ à la fin de la journée, est-ce que t'as hâte de commencer ton ordinateur, d'y aller, de faire ce que t'as à faire? Si t'as pas hâte, réfléchis à comment tu peux remettre plus de kiff là-dedans. Ouais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes justement qui abandonnent pour ça, parce qu'ils testent quelque chose et au final ils se sentent pas vraiment épanouis dans ce qu'ils font. Au final ils se disent c'est pas fait pour moi, ou je vais jamais y arriver, et au final ils se disent j'arrête. C'est ça. Mais parce que en même temps, si t'as pas le kiff, t'as uniquement l'attrait financier. C'est ça. Gros. T'as juste l'objectif de faire tant à la fin du mois, et du coup. Et du coup, si t'as que l'objectif financier et que quand tu te lances, t'as pas d'argent au début, tu peux pas trouver des clients dès le premier jour. Donc, en fait, si t'as pas le kiff, c'est très difficile, et c'est pour ça que beaucoup d'entrepreneurs lâchent, c'est que tu t'ennuies tous les jours, ou tu fais des trucs que t'aimes pas tous les jours, et en plus t'as même pas la contrepartie financière. Donc au bout d'un moment t'es en mode c'est bon, c'est pas fait pour moi, ça me saoule, j'arrête. Alors que si t'as la partie plus kiff, et là tu peux réussir à passer plus facilement au-dessus de putain j'ai pas réussi à avoir de clients, je vais continuer parce qu'en même temps je kiffe trop ce que je fais, donc je vais pas arrêter. Et donc, toi justement tu l'as eu dès le début ça, ou ça a été quand même quelque chose que t'as construit avec le temps? Parce que forcément quand tu débutes une activité, il y a forcément l'aspect financier qui vient en premier, où tu te dis j'ai des rêves, j'ai envie d'accomplir plein de choses, etc. Donc t'y penses forcément, mais tu cherches quelque chose, une activité qui va te plaire. Est-ce que toi ça a été aussi un cheminement que t'as... Moi c'était pas venu direct au début, je me suis lancée en tant que community manager, donc j'étais juste en mode faut que je trouve j'étais dans le mode faut que je trouve une activité qui me permet de gagner de l'argent. Et donc en fait je kiffais pas du tout AdSense, et d'ailleurs ça marchait, j'avais un contrat, c'était 150€ le mois je me faisais exploiter clairement parce que j'avais donné un prix, je savais pas trop, et en fait moi je déteste faire un truc comme tout le monde je pense, mais j'ai du mal à faire un truc que j'aime pas faire. Typiquement la gestion financière, c'était hyper important, j'ai toujours su que c'était important de savoir gérer ses chiffres, mais j'aime pas, donc je fais pas. Et ça, c'est un défaut comme une qualité. C'est que très rapidement, je me suis dit, le CM, j'aime pas, donc j'ai pas envie de faire. Et du coup, naturellement, je me suis dit, par contre, faire des stories, parler à mon audience, faire du contenu, je kiffe. Donc j'ai naturellement commencé à faire ça, sans savoir que ça allait m'apporter de l'argent. Tous les résultats que tu as eu c'est ça. Okay. De base, j'étais en mode un bon CM, ça m'a saoulé, je sais pas trop je sais pas trop comment me positionner, mais en tout cas, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'aime trop faire des stories, j'aime trop partager du contenu. Et donc en fait, j'ai commencé à faire que ça, et au bout d'un moment, il y a une meuf qui est venue me dire comment tu fais pour trouver des idées, comment tu fais pour avoir une communauté engagée, pour être aussi à l'aise à la caméra, etc. Tu t'es développé directement. C'est ça. Et du coup, j'ai senti le filon, je me suis dit si elle me demande, c'est que il y a probablement de la demande, donc vas-y, est-ce que tu veux que je te fasse une petite offre pour t'apprendre? Et c'est venu de là, et en fait finalement j'ai construit mon activité autour de ce que j'aime, et je me suis rendu compte que ce que j'aimais par-dessus tout, c'était inspirer des femmes, les motiver, et finalement petit à petit j'ai affiné mes actions, mon activité vers ce que j'aime, à savoir prendre la parole, motiver les femmes à se lancer et à devenir indépendantes. Et maintenant je ne fais plus que ça, mais ça a été quand même un process, mais je me suis toujours demandé
genre qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui me fait kiffer de faire. C'est ce qui te garde motivé au final. C'est ce qui me garde motivé, 100%. C'est que des fois, la raison qui fait que j'ai jamais lâché et que je sais que je lâcherai pas, c'est que je suis faite pour faire ce que je fais et que je kiffe ce que je fais et que c'est naturel pour moi de créer du contenu, c'est naturel pour moi de prendre la parole, de motiver et c'est ce qui clairement me garde motivée même quand je le suis pas. Il n'y a jamais un seul moment où tu t'es retrouvée avec toi-même et tu t'es dit ok là je pense que c'est un peu compliqué, où tu t'es dit pas peut-être t'allais abandonner mais où tu pensais presque à te dire bon bah je retourne dans le salariat parce que là j'imagine que ça va pas Ça m'est arrivé une fois une fois où en fait c'était l'année dernière, donc 2022, avant l'année 2023 qui a été incroyable. En fait, j'ai eu un début d'année 2022 qui était top. Et j'étais avec un mec à l'époque, avec lequel je me suis séparée. Et du coup, mauvaise gestion émotionnelle comme d'habitude, ça m'a menée à complètement laisser de côté mon business, juste être... Enfin, même pas être avec moi-même, être triste, c'est juste j'ai recommencé à sortir de ouf, à voir plein de gens, à faire la fête. Moi, j'ai toujours eu un penchant où dès que ça va pas trop, je sors beaucoup, je fais la fête, je veux me vider l'esprit, etc. Ce qui est pas très sain non plus, mais du coup, voilà. Donc à ce moment-là, je me suis re-enfermée là-dedans. J'étais beaucoup comme ça quand j'étais étudiante. Et donc là, cette rupture m'a remis là-dedans. Donc je fais la fête, etc. Je me dis, c'est l'été, c'est pas grave. Je mets mon business de côté. Et puis je retournerai à la rentrée. Enfin, je m'y remettrai à la rentrée. Donc je kiffe mon été, je pars à droite à gauche. Je reviens en septembre. Je me dis, ok, je vais relancer mon programme, je vais faire une masterclass parce que il faut que... Voilà, faut que je trouve des nouveaux clients. Et entre-temps, il s'est rien passé. Non, il s'est rien passé. Je me suis pris 2 mois. Ah, ok. Voilà. Mais parce que mes clientes sont accompagnées par une équipe de coach. Donc de toute manière, moi, j'ai pas de... Oui, c'est vrai, tu m'en as parlé tout à l'heure. Voilà. Okay. Donc à partir du moment où mes clientes sont accompagnées, moi là, si j'ai envie d'arrêter, je peux arrêter tant que ça n'a pas d'impact sur mes clientes. Donc je me suis dit, bon, mes clientes resteront accompagnées. Moi, je fais 2 mois de pause et nickel. Sauf que j'arrive à la rentrée, je relance une masterclass, sauf que je pense que j'étais dans une énergie... pas ouf et j'étais pas guérie entre guillemets. Je fais un lancement, j'annonce mon objectif comme d'habitude, je vais faire 30 nouvelles personnes dans Boost ton Biz. Finalement on était 2 ou 3 après ce lancement là, donc échec de ouf. J'étais pas prête à ce moment là à manger un échec je pense, donc plutôt que encore une fois assumer, accepter la situation et trouver des solutions, je me suis dit je vais partir à Bali, me retrouver, retraite spirituelle, ça va aller mieux, etc. À Bali, j'ai rencontré des gens du coup forcément hyper fêtards, etc. Donc j'ai continué à laisser mon business, mais là j'en étais à un point où je répondais plus à mes équipes, je répondais plus à leurs messages. J'étais en mode juste vraiment autruche, je profite, je fais l'autruche. Je profitais même pas parce que je sentais que j'avais une angoisse de ouf qui montait, mais plutôt que de l'assumer, je me disais en fait ça va être tellement violent de faire face à tout ce qui va pas que je préfère le mettre à plus tard, le mettre à plus tard. Ce qui est pas Enfin, ce qui est pas conseillé, pas conseillé, voilà. Mais du coup, à cette époque-là, je faisais comme je pouvais. Et du coup, on est quand même arrivé au mois de décembre. Donc, il s'est passé 6 mois où j'étais absente des réseaux quasiment. Je faisais plus de contenu. C'était de pire en pire. Je répondais de moins en moins aux filles avec qui je travaillais. Mais tu t'es vraiment renfermée en fait 100%, avec toi-même 100%. Et mes parents, ma mère... Tu voulais pas affronter... Non, je voulais pas affronter le problème. J'étais en mode, laissez-moi, je suis à Bali, je kiffe, c'est bon, je verrai plus tard. Sauf qu'au bout d'un moment, le plus tard, il finit forcément par arriver. Et il est arrivé... Et tant mieux qu'il soit arrivé. Oui, Dieu merci, oui. Finalement, ça m'a permis de remonter encore plus haut, mais je suis arrivée en décembre, je retourne chez mes parents à Metz, parce que du coup, j'habitais avec mon ex, donc plus d'appartement. Je retourne à Metz. J'ai pas des très bons souvenirs à Metz et c'est pas une ville qui me fait vibrer quoi. C'est Metz en plein décembre, il pleut, il fait moche. Je suis chez mes parents, je crois comment je me suis retrouvée là. J'ai plus de business, j'ai un business mais j'ai plus de communauté, je fais plus de contenu, j'ai plus de lien avec mes clientes, j'ai plus de lien avec mon équipe. Bref, je me retrouve là. Dans le chaos total. Et je me dis, mais comment je vais me sortir de là ? Et du coup, il me faut encore 3 semaines j'allais dire dépression, mais non, de grosses déprimes, je suis dans mon lit, je fais des crises d'angoisse, je pleure, de ouf. Je me réveille à 11h, je scrolle sur TikTok, je pleure, je suis pas bien, j'ai des crises d'angoisse, je me sens trop mal. Ma mère, du coup, qui est là en mode, Margot, faut se remotiver, etc. Parce qu'elle voyait que je dépensais, parce qu'en plus, je faisais beaucoup moins d'argent, j'avais toujours les mêmes charges. Donc à nouveau petit à petit je creusais bien la trésorerie quoi, je vivais sur ma trésor et donc à ce moment-là je me suis dit et j'ai dit à ma mère ok je vais me remotiver si dans 3 mois
j'ai pas retrouvé le kiff, j'ai pas retrouvé l'énergie et j'arrive pas à vendre et à retrouver le truc, j'arrête. Je retrouve un taf alimentaire, j'étais serveuse avant, je retourne serveuse, je fais une croix sur ce que j'ai fait jusque-là et je referai quelque chose plus tard. Je savais que j'allais relancer quoi qu'il arrive quelque chose, parce que je pense que c'est en moi. C'est un peu inné, c'est ça. T'as toujours voulu... C'est ça, j'ai toujours voulu être entrepreneuse, mais je me disais, ce projet-là, de toute façon, si j'arrive pas à m'y remettre, c'est que c'était pas fait pour moi, c'est pas grave. Et du coup, c'est le seul moment où je me suis dit, je vais retourner salarié, je vais retourner dans le salariat et je verrai plus tard. Mais finalement, j'ai réussi à me remotiver petit à petit, à ressortir de tout ça, vraiment étape par étape, reprendre le travail 1 heure par jour, aller marcher 20 minutes par jour. J'ai repris chaque sphère de ma vie et essayer de l'améliorer petit à petit. Et à ce moment-là, tu t'es vraiment isolée ou tu étais quand même entourée? Non, je suis arrivée à Paris, c'est là où j'ai déménagé à Paris pour justement retrouver des amis entrepreneurs que j'avais rencontrés à droite à gauche quand je voyageais. Et du coup, je me suis dit, la plupart des gens que je connais dans l'entrepreneuriat qui peuvent me tirer vers le haut, ils sont à Paris. Donc, je vais prendre un appartement à Paris et je verrai bien. Du coup, c'est là où j'étais à Paris. Et du coup, j'ai rencontré des gens trop cool. Et de fil en aiguille, il s'est passé ce qui s'est passé en 2023, quoi. Et tu as toujours eu un cercle assez, on va dire, d'entrepreneurs, de gens qui te poussent un peu vers l'avant, qui sont hyper bienveillants et qui vraiment t'aident en fait à faire grandir ton business, ou ça Non, ça n'a pas été le cas auparavant. Ça n'a pas été le cas au début. Moi, j'avais des potes du coup du collège, mais qui étaient dans la même dynamique que moi j'étais avant mon business, c'est-à-dire sortir, kiffer, pas trop penser au futur, on verra, etc., au jour le jour. J'avais grave cette mentalité-là One Life. One Life toute ma vie jusqu'à la fin de mes études, jusqu'à ma licence de droit où je suis partie en Australie. Après, je me suis lancée. Et du coup, j'ai retrouvé un peu cette partie de moi que j'aime pas du tout quand j'étais à Bali, en mode on s'en fout le business, c'est bon, je verrai plus tard, je veux kiffer, là, je veux faire la fête, je m'amuse, c'est trop bien, etc. Donc ça, c'est une partie de moi que j'apprécie pas forcément, et que du coup j'ai beaucoup cherché à comprendre pourquoi j'étais comme ça et la laisser un peu de côté. Je sais que ça ressort quand ça va pas trop, mais du coup voilà, bref. Encore aujourd'hui ça va, donc je peux pas te dire, tu vois. Mais je pensais, avant Bali, je pensais que ça me réarriverait plus jamais d'avoir des périodes où je m'en fous de tout, je suis en mode je fais la fête, etc. Mais finalement, ça m'est arrivé quand même à Bali. Donc je me dis, si ça se trouve, là, s'il m'arrive une dinguerie, peut-être que ça va recommencer, je sais pas. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, je profite. Là, ça va trop bien en ce moment. Mais du coup, j'avais grave des potes qui étaient dans ce même Et comment t'as réussi à switcher entre l'entourage que t'avais et maintenant des personnes de qui t'es entourée? Ouais, carrément. En fait, les potes que j'avais avant ont très mal réagi à mon changement, mon évolution. Déjà, mon évolution personnelle, avant mon évolution professionnelle, du coup. Et quand j'ai commencé à me lancer, il y a eu zéro soutien, voire même il y a eu des « Oh, regarde ça », ils s'envoyaient mes stories en mode « Oh, regarde la honte », machin. C'était hyper méchant, tu vois, hyper toxique, alors que c'était mes potes de longue date, tu vois. Donc, hyper déçue. Et en fait, c'est moi qui ai fait le tri, en gros, qui me suis dit « Bon, ces personnes-là, elles veulent pas mon bien, elles me soutiennent pas, elles me tirent pas vers le haut. » Donc petit à petit, j'ai sorti de ma vie plein de gens. Oui. Et donc je me suis retrouvée avec moi-même pendant un petit moment. Et ce qui m'a permis de retrouver un cercle, ça a été de partir notamment à Bali, mais aussi j'avais été au Mexique, j'ai été un peu à droite à gauche, et de parler beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, d'envoyer beaucoup de messages Insta, d'essayer de connecter avec des gens sur les réseaux sociaux. Et ça m'a énormément aidé d'aller à des endroits où il y a des entrepreneurs, donc d'aller dans des grandes villes ou dans des pays digital nomades, et d'être hyper à la recherche de connexions sur Instagram, sur les réseaux, quoi. Petit à petit, je me suis recréé un cercle comme ça. Et justement, en t'entourant de ce genre de personnes-là, est-ce que toi, même dans ta vie, tu as vu des changements et peut-être même que tu as peut-être mis des routines en place, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui en mettent aujourd'hui. Moi-même, je suis la première à en faire. Tu sais, j'ai des trackers carrément je vois très bien. D'habitude, où tous les matins, je me lève et tu sais, je suis matrixée parce que je me dis, il faut à tout prix que je coche toutes les cases. Et du coup, ça me permet d'être vraiment productif sur le long terme. Ouais. C'est hyper intéressant. Toi, est-ce que tu as des choses comme ça que tu as développées et qui t'ont aidé de voir aussi chez d'autres entrepreneurs? Ouais, carrément. Alors déjà, simplement le fait d'être entouré de gens qui ont des objectifs, des ambitions et qui sont
bienveillants et qui ont envie que tu réussisses autant que réussissent, c'est déjà rien que ça pour ça t'aide à te développer de ouf. Bon après il y a des gens qui sont t'as les gens qui sont bienveillants, les gens qui peuvent prendre le seum des fois, donc faut faire attention quand même à qui tu c'était déjà arrivé d'en rencontrer ouais ah là il y en a tu sais très souvent là depuis 1 an je refais un tri dans mon nouvel environnement que je me suis construit d'entrepreneur, etc. Parce que je vois que comme quoi ça évolue vraiment ça avec évolue, le temps c'est ça. Et en fait du coup ça m'a permis de me détacher des relations humaines, dans le sens où je me dis si aujourd'hui ça m'apporte du positif, je kiffe à fond, mais chaque personne qui m'entoure, peu importe l'amour que j'ai pour elle, n'est pas destinée à rester dans ma vie éternellement, toute ma vie, tu vois, éternellement. Et du coup t'acceptes le fait de laisser rentrer des gens et laisser partir des gens dans ta vie. En fait, de laisser le mouvement par rapport à mon évolution et pas m'accrocher à oui, mais à cette période-là, elle a fait ça pour moi et moi j'ai fait ça pour elle et c'était trop bien, donc il faut qu'on reste toujours amis. Non, il faut que tu sois complètement détaché. C'est ça. Je suis en mode voilà, c'est trop bien à ce moment-là, mais là, tu m'as fait ci, il se passait ça, on n'est plus alignés, c'est pas grave, c'est la vie, il y a plein de bons souvenirs et on passe on laisse de la place pour autre chose. Et du coup, le fait d'avoir dû autant faire de tri, déjà sur un tri complet au début, d'enlever toutes les personnes de ma vie d'avant, entre guillemets, mon ex également, et du coup repartir à zéro et recréer un entourage, ça m'a déjà énormément forgé, tu vois, de me dire en fait toutes les personnes avec qui j'ai passé toute ma life quasiment sont plus dans ma vie et je m'en porte quand même bien, ça va. Et du coup maintenant j'ai beaucoup plus de recul par rapport à ça et je m'accroche beaucoup moins aux gens qui sont autour de moi parce que je me dis de toute manière n'importe quelle personne à part moi-même peut quitter ma vie. Tu sens qu'il y a eu un peu de jalousie justement dû à ton succel, du fait que maintenant tu t'exposes, on te voit beaucoup plus, que tu fais des chiffres qui sont quand même assez énormes et tout, et que tu t'imposes comme ça dans un milieu où, qui comme on disait très masculin, etc. Ça t'a voulu quelques ça m'a il y a eu pas mal de c'est beaucoup aussi au niveau du ressenti, tu vois, il n'y a pas eu vraiment de gens qui m'ont fait ci ou qui m'ont fait ça, mais déjà j'ai entendu les on-dit de un tel m'a dit ça sur toi, un tel ça va hyper vite, donc finalement tu sais que si plusieurs personnes viennent te dire que ton pote il est en train de dire ci, de dire ça, bon tu te doutes bien qu'il y a quelque chose derrière, donc ça maintenant c'est red flag, je me dis genre je veux pas c'est trop important l'entourage pour laisser rentrer des gens où t'es pas sûr de leurs intentions. Beaucoup de ressenti aussi et même moi beaucoup de parano en me disant mais est-ce que cette personne-là elle veut vraiment mon bien, est-ce qu'elle est là pour les bonnes raisons, etc. Je me pose beaucoup de questions à ce sujet-là. Tu sens qu'il y a eu justement même des aspects un peu financiers où des personnes te côtoyaient principalement financier, surtout que moi j'aime bien faire plaisir aux gens, donc je suis pas du tout près de mes sous, dans le sens où ça on a compris que j'étais pas près de mes sous, mais du coup aussi beaucoup pour les autres. J'aime bien si on est tous là, t'aimes faire plaisir, le but c'est pas juste de t'enfermer avec ton propre argent, c'est de te faire kiffer, mais de faire kiffer tes proches aussi. Exactement, mais sauf que du coup à agir comme ça et à pas trop faire la distinction entre à qui je fais plaisir, tu vois, en me disant juste je fais plaisir aux gens avec qui je suis à l'instant T et non pas je fais plaisir à mes amis proches et à ma famille, et du coup forcément ça attire des gens qui disent voilà je peux aller à tel endroit où je peux faire tel truc, où je peux vivre cette vie là, il suffit juste d'être pote avec Margot et puis elle régale, etc. C'est cool, tu vois. Et du coup ça pareil ça me ça faut faire attention, et maintenant j'essaye de moins t'entourer, mais d'avoir des personnes de bonne qualité et qui seront là vraiment pour ton bien et qui s'en foutent entre guillemets de l'aspect financier. Exactement, qui seraient là même si je reviens à zéro, parce que à un moment je me suis dit mais là qui est-ce qui vraiment resterait avec toi, qu'est-ce qui resterait avec moi si j'étais pas telle personne sur les réseaux, si j'avais pas tel résultat, si j'avais pas tel succès entre guillemets, qui sont là pour toi objectivement, ta personnalité, et en vrai ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Mais ça me va, en vrai ça me va, juste je sais que ces personnes-là je peux tout reposer sur eux entre guillemets, même si encore une fois je me dis peut-être qu'un jour ça changera, ou je sais pas, mais en tout cas c'est des personnes qui sont loyales et en qui j'ai entièrement confiance. Et après j'ai plein de potes, plein de connaissances, etc. Mais parce que je suis quand même extravertie, hyper sociable, je kiffe rencontrer des gens. Mais par depuis contre, toujours ça non, pas du tout. Non, quand t'étais enfant, non, pas du tout. J'étais hyper timide, hyper introvertie, trop mal dans ma peau, méga complexée, surtout au collège. C'est les pires années pires années, oui, mais pour tout le monde, c'est ça. Mais moi j'étais paniquée à l'idée d'aller dans un endroit où il y avait plusieurs personnes. Dès que je disais un truc, je me disais mais t'es trop gênante d'avoir dit ça. Dès que je rentrais chez moi, j'étais en mode mais t'étais trop ridicule ce soir, c'est sûr qu'ils se sont dit ci, ça sur toi. J'étais
trop mal, enfin pas du tout confiante. C'est drôle de voir l'évolution comme ça, donc c'est possible, tu vois. Mais tu te dis, il y a des personnes qui vraiment ils se disent sont introverties, timides, osent pas, et quelques temps après ils peuvent aller faire un TEDx devant 500 personnes. Et même prendre la parole tous les jours. Là, tu me mets devant un groupe de personnes, je suis dans mon élément, tu vois, je suis à l'aise. Mais quand je dis pas du tout le cas, c'était que j'étais l'opposé avant. Mais mes parents, enfin, tu leur demandes, c'était vraiment, j'étais la petite fille toute timide. Ils s'imaginaient pas du tout la grande dame que ça allait devenir. Et même il y a des gens avec qui j'étais au collège, au lycée, qui tombent des fois sur mes reels ou qui m'envoient un message et qui me disent mais comment c'est possible, tu étais toute réservée, tu étais toute dans ton coin, comment c'est possible que tu sois autant à l'aise maintenant? En fait, c'est juste du travail. Je pense que tu peux, chaque aspect de ta personnalité, tu le modules. Et puis tu as trouvé une voix aussi qui te parlait, et cette voix-là, elle te permet aussi d'être exposée. Donc, c'est ça. Et j'ai pas eu le choix, en fait. J'ai pas eu le choix, et ça s'est fait aussi petit à petit. Et forcément, quand t'accomplis des trucs, ta confiance en toi, elle augmente aussi naturellement. Tu vois, j'arrive à lancer un business, j'ai des meufs qui m'écoutent. Forcément, je prends confiance en ce que je dis, en mes capacités. Et donc, petit à petit, je me sens de plus en plus à l'aise. Et là, maintenant, relationnellement parlant, j'ai plus de problèmes de timidité. Peut-être tu me mets avec des... je sais pas, peut-être des gens de personnes que vraiment tu connais pas, et tu iras peut-être pas faire le premier pas directement. Voilà, exactement. Mais peu importe qui vient me parler, je vais être à l'aise, quoi. Je vais avoir confiance en ce que je dis, en ce que j'avance. Et voilà, c'est un énorme changement dans ma personnalité, quoi. Qui est cool. C'est cool. Et aujourd'hui, maintenant, t'as pu un peu voir de tout, t'as pu voyager, t'as pu faire profiter tes proches, t'as pu vraiment, même toi, te faire kiffer, bouger un peu partout, te prendre des super apparts à Paris et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, petit débat qui fâche, pour toi, l'argent fait le bonheur ou pas? En vrai, je pense que oui, dans un sens, c'est-à-dire que je pense plutôt que n'importe quelle personne avec plus d'argent, a plus de choix, plus d'opportunités, plus de possibilités, et du coup se sent plus heureux. Moi, en vrai, je pense que moi, personnellement, je vois mes clientes, je vois aussi ma famille, les gens qui peuvent avoir plus, forcément ça ajoute... c'est pas vraiment du bonheur, parce que, encore une fois, si j'avais pas de famille, j'avais pas d'entourage, j'étais toute seule avec moi-même, avec plein d'argent, je serais pas heureuse, tu vois. Mais si t'es bien entourée, je pense que l'argent fait le bonheur. En fait, je pense que c'est corrélé à est-ce que t'as un entourage avec qui le partager, avec qui profiter, avec qui kiffer, des gens sur qui tu peux compter. Si t'as ça plus de l'argent, je pense que oui, je pense que c'est ça qui cause le bonheur. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Donc, en vrai, il n'y a pas vraiment de débat entre nous. Oui, mais parce qu'il y a tellement de personnes qui viennent et qui se posent et qui disent mais non, l'argent, ça fait absolument pas le bonheur, juste ça contribue. Et tu sais, tout de suite, ils relaient ça en disant imagine que voilà, t'as plein d'argent et tout, mais que t'es en mauvaise santé ou que t'as un entourage horrible, etc. Enfin, c'est très compliqué et tout. Pourquoi on est obligé d'associer l'argent à ça, en fait? C'est pas un bout de papier, entre guillemets, qui va te rendre heureux, mais c'est toutes les possibilités que tu vas pouvoir faire grâce à cet argent là qui va te rendre heureux. Carrément. Et donc en fait, faut arrêter justement de se focus sur le truc de mais non, mais si t'as de l'argent, il peut se passer plein de choses qui vont pas être... Oui, mais tu peux avoir de l'argent et il peut se passer que des choses, si tu sais t'entourer et tout, il peut se passer des choses incroyables aussi. Et puis moi, j'ai envie de leur dire, si t'es en mauvaise santé, que t'as un entourage toxique, etc., sans argent, t'es aussi malheureux. Enfin, en soi, c'est pas... ok, si t'as de l'argent et que t'as un entourage de merde, entre guillemets, et que t'as une mauvaise santé, tu seras pas heureux. Mais si tu enlèves l'argent à tout ça, tu seras encore moins heureux, exactement. En fait. Donc c'est juste que ça accélère ça augmente ta sensation de bonheur, parce que si t'as rien et que t'as juste de l'argent, tu seras pas heureux, mais tu seras plus heureux que si t'avais pas d'argent. Et si t'as un entourage, si t'es bien entouré, principalement, moi je sais principalement ça, et bonne santé évidemment, là évidemment que l'argent te rend plus heureux, parce que tu peux faire plus plaisir, tu peux plus kiffer, t'as plus de confort, t'as plus de sérénité, genre t'as pas le stress de est-ce que je vais pouvoir payer ci, est-ce que je vais pouvoir payer ça. Oui, c'est ça. Vraiment le stress du début de est-ce que je vais réussir à payer mes factures à la fin du mois. C'est une vie qui n'a rien à voir, et moi je pense que oui, ça rend plus heureux, clairement. Ouais. Clairement, 100%. 100%, ouais. Voilà. Faut pas se mentir, mais... Non, c'est ça. Mais je pense que... Je sais pas si ce que je disais par rapport à ça avant d'en avoir, mais je pense que je me suis toujours dit... je me suis toujours dit, il faut que je gagne bien ma vie pour me sentir heureuse, quoi. J'ai pas envie de passer ma vie à me dire est-ce que je peux me payer ça, est-ce que je peux m'offrir ça, à stresser parce que j'ai pas assez pour si... J'ai envie que l'argent, ce soit juste... moi, j'ai envie d'avoir un niveau d'argent où vraiment, c'est plus
un problème. C'est plus une question, c'est plus un. T'as d'autres problèmes débat. dans ta vie, t'as Voilà. la gestion de ton stress déjà personnel, c'est t'as ça. ton équipe, etc. C'est mais ça. l'argent, c'est pas ce qui va. L'argent, vraiment il est là, il bouge pas et il sera toujours là. Et c'est ce que j'essaie de me dire. Et c'est vraiment l'objectif auquel j'aspire. Et voilà, petit à petit, ça arrive. Mais j'ai vraiment envie que juste l'argent ne rentre plus dans mon stress. Enfin, que l'argent ne soit plus une cause de stress, que l'argent ne soit plus un problème, que ce soit plus une question simplement que je me pose dans ma vie, quoi. C'était quelque chose aussi pendant que tu faisais des études que tu te disais. Est-ce que tu visais, tu disais, mais moi, enfin, peu importe le métier que je fais, entre guillemets, parce que je pense que, enfin, peut-être que pendant tes études, tu disais déjà que tu voulais être entrepreneuse et tout, peut-être que c'était un goal, Non, mais est-ce que tu t'es dit, même en étant salariée, que tu disais que tu étais serveuse, ou que tu faisais tes études, tu disais, mais moi, je veux bien gagner ma vie, donc je vais faire des études prestigieuses, non, mais etc. exactement. En fait, moi, je voulais faire avocate d'affaires. Alors là, je sais pas ce que j'aurais foutu là-dedans parce que quand on voit à quel point j'ai un désamour pour la compta, la fiscalité, je sais pas ce que j'allais faire là-dedans, mais ce que je me disais, c'est au moins c'est les avocats les mieux payés, c'est ceux qui sont le mieux financièrement, et du coup j'ai été là-dedans juste pour ça, tu vois. Et j'étais prête à me dire, bon bah je vais détester, parce que je détestais les études de droit, donc je me suis dit, bah forcément le taf en soi, ça va me saouler, mais au moins j'aurai de l'argent. Donc déjà à l'époque c'était hyper important pour moi. J'ai compris après que c'était presque aussi important, voire aussi important que le fait de kiffer ce que je fais. Moi j'étais pareil. En fait j'ai fait des études en école de commerce et moi je me suis spécialisée en finance. Oui, bah voilà. Parce que je cherchais vraiment l'aspect financier. Ça m'intéressait pas d'être devant un clavier toute la journée, avoir des graphiques, etc. Je voulais travailler dans les fusions-acquisitions. Donc ça se rejoint un peu finalement avec avocat. Et moi j'étais vraiment, je me suis dit, moi je veux une belle carrière. Et puis je me suis toujours dit, j'entreprendrai quand j'aurai 30 ans parce qu'au moins j'aurai des contacts, j'aurai de l'argent, etc. Tu vois, je pensais pas que c'était possible de le faire bien plus tôt. Et donc j'ai su très vite m'entourer pour décider de me lancer. Mais il y avait vraiment l'aspect financier plus que qui aime vraiment. Il y a des gens qui aiment, mais qui aiment vraiment se poser. Non, moi non, toi non. En tout cas, mais je pense que maintenant, tu vois, avec le recul, je me dis, est-ce que je ferais avec le niveau d'argent que j'ai actuellement, est-ce que si je devais, si je pouvais avoir le même niveau d'argent mais en faisant un truc que je déteste faire, je le ferais? Bah tu sais, je pense pas. Je pense que je me dis maintenant, ça a beaucoup plus de valeur ce que tu peux apporter. C'est ça. Et comment je me sens dans ce que je fais plutôt que l'argent, tu vois. Alors qu'avant, je t'aurais dit, il n'y a rien de plus important que l'argent, et puis même si je dois me lever tous les matins, faire un truc que je déteste, tant que j'ai pas de limite dans l'argent que je peux gagner, bah je le ferai, etc. Là, j'ai grave changé d'avis à ce niveau-là, genre je ferai pas, je ferai pas un taf que je déteste pour le même niveau d'argent que j'ai, ni même, je pense, pour des centaines de millions d'euros, quoi. Je suis en mode, non, c'est quand même trop important pour moi. De te sentir épanoui dans ce que tu fais, et de toute façon, l'argent suivra quoi qu'il, même si tu... C'est ça. Et donc j'ai plus ce truc du tout que j'avais pendant mes études de me dire c'est l'argent avant tout, le reste je m'en fous. C'est l'argent et kiffer, c'est important aussi, je pense. Et aujourd'hui, c'est quoi ton plus gros accomplissement personnel? Parce que tu sais, souvent quand on est un peu dans le rush, sursollicité, etc., comme t'es aujourd'hui, t'as pas trop le temps de te poser, de réfléchir et de dire waouh, c'est quand même incroyable tout ce que j'ai accompli déjà en l'espace de 1 an et tout ce que tu fais et il y a plein de vies de femmes que tu changes au final au quotidien. Ça, je trouve ça dingue. Et c'est quoi, du coup, aujourd'hui pour toi, ton plus gros accomplissement, même si on se doute un peu... moi, c'est Boost ton Biz largement. C'est genre le fait de me dire, il y a déjà presque 1000 femmes qui m'ont fait confiance pour les aider à changer de vie. Et en fait, ça me... rien qu'à ce niveau-là, je me dis déjà 1000 personnes, c'est énormissime. Et je sais que c'est que le début et que je vais potentiellement en accompagner des dizaines de milliers, c'est mon objectif. Mais à l'heure actuelle, de me dire que c'est pas que j'ai permis, mais que j'ai inspiré, j'ai motivé plein de femmes à se lancer, c'est ça, à oser y croire, à oser tu vois, passer au-dessus de toutes ces barrières qu'on se met à nous-mêmes, de j'en suis pas capable, je peux pas y arriver, etc., d'avoir réussi à les aider à transformer cet état d'esprit-là pour se dire ok, je suis capable, ok, je peux tout faire, ok, tout ce que j'ai envie d'accomplir, je peux y arriver si je m'en donne les moyens. Et c'est de ouf mon plus gros. C'est ta plus grande fierté. Bah ouais, largement, vraiment largement. Et aujourd'hui, du coup, t'as d'autres objectifs, des choses que peut-être que tu parles pas trop et que vraiment tu dis, ça peut être vraiment de tout, ça peut être autant sur ton business, sur tes aspirations, même tes prochains voyages, etc. Oui. C'est quoi tes prochains objectifs vraiment sur lesquels tu veux te focus à fond et que t'aimerais réaliser? Bon, disons, objectif Boost ton Biz, ça on a compris, c'est mon principal objectif. J'aimerais bien avoir 4000 personnes d'ici la fin de l'année, là. Ce qui ferait à peu près combien dans chiffre d'affaires? 8 millions. 8 millions de chiffre d'affaires. Qui est énormissime, c'est mon objectif. Après, je me dis, je me fixe toujours un objectif
Ambitieux, parce que si c'est un objectif trop faible, j'ai pas de... Enfin, pas trop faible. T'as pas de challenge j'ai pas de challenge. Toi-même. En fait, moi, j'ai envie de... Pour passer autant à l'action, j'ai besoin que mon objectif il soit presque irréalisable et qu'il y ait juste une toute petite part de chance une part de probabilité que j'y arrive pour me mettre dedans. Si c'est un objectif où je me dis j'ai une chance sur deux d'y arriver, je suis pas assez motivée, alors que si c'est impossible quasiment que j'y arrive et qu'il y a une toute petite part de probabilité que j'y aille, là ça va me déterre. Donc je me dis 4000 personnes, 8 millions l'année prochaine, ça va être mon driver de l'année. Mais dans l'année, Dans l'année, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, je veux qu'à fin 2024, en chiffre d'affaires, j'en sois à 8 millions sur l'année et 4500 personnes du coup au total à peu près dans Boost Ton Biz. C'est mon principal objectif, quasiment mon unique objectif, parce qu'après tout le reste découle de ça. J'ai pas encore d'objectif, c'est ce que je disais au début par rapport au château avec ma mif, je vais probablement me dire si j'arrive à faire ça, je vais leur offrir ça. T'as déjà une petite idée du prochain? Non, pas encore, justement, il faut que je la trouve, parce que là j'ai le lancement qui arrive en février et il faut que je me trouve une motivation là c'est externe. Le lancement de le challenge le février, le premier. Donc voilà, c'est mon objectif ultime, parce que encore une fois l'accomplissement que ça va me donner, le nombre de femmes que ça va aider, le niveau de vie que je vais pouvoir avoir, c'est des trucs qui me drive de ouf et en fait tout découle de ça. Et par contre mon autre objectif c'est quand même de prendre plus de temps off, prendre plus pour toi plus de temps pour moi, plus de temps pour... Tu sens que t'en manques aujourd'hui? Je sens que c'est hyper difficile rien que de passer une journée sans rien faire, sans ouvrir mon ordinateur. Ça ne m'arrive jamais, tu vois. Ça m'est arrivé là quand il y avait Noël, Nouvel An, et encore c'était j'étais sur WhatsApp toujours joignable, il y a pas un jour où tu peux pas me joindre, j'ai tout le temps la tête dedans. Et je pense pas avoir besoin de méga vacances, etc., de beaucoup de pauses, parce que encore une fois je suis animée de ouf par ce que je fais, je kiffe ce que je fais, donc c'est pas vraiment du travail, mais avoir 2 jours par-ci par-là où genre limite j'ai pas WhatsApp, j'ai pas Instagram, j'ai pas... Chose que tu fais pas aujourd'hui. Jamais. Ne pas ouvrir WhatsApp ou Instagram, ça ne m'arrive jamais. Mais même dans l'heure, il y a pas une heure où je vais pas voir, parce que j'ai un truc un peu parano, comme je disais tout à l'heure, de s'il se passe une dinguerie et que je suis pas là, t'as peur de louper le coup. Ouais, c'est ça. Donc je suis là tout le temps. Sauf que mentalement, il n'y a pas un moment où je déconnecte. Parce que en fait, je me dis, si je déconnecte, il va se passer un truc. Donc il faut que je reste au cœur du truc. Parce que si je fais... si je suis pas là et que je fais un truc, ça va se casser la gueule. Ce qui est complètement faux. Oui, parce que... je le sais très bien, voilà. Si tu loupes une info, c'est pas très grave. Dans l'heure suivante, tu vas la récupérer. Exactement. Et puis maintenant, je suis entourée, j'ai une équipe, j'ai des gens qui gèrent de ouf, donc je peux me permettre. Et là, maintenant, en 2024, plus que jamais, j'ai une équipe qui gère le truc. Et donc, je peux partir sans avoir de problème. Maintenant, c'est juste avec moi-même, faut que j'y arrive. Prennes le temps, mais t'arrives quand même de temps en temps à trouver un petit équilibre, parce que comment t'arrives à gérer justement ta vie perso, tes relations, que ce soit amicales, peut-être amoureuses, et à la fois ton travail, ça doit être... En vrai, ça va, parce que tu vois, quand j'ai fini ma journée de travail, le soir, je peux sortir, aller au restaurant, même le week-end, en vrai, je fais pas mal de trucs. Donc, en fait, c'est en termes d'équilibre, de temps que je passe avec mes proches, ça va. C'est plutôt à quel point je suis présente dans les moments que je passe avec eux ou les moments qui sont censés être off, tu vois, parce que dans ma tête, il y a pas de pause. En fait, la pause, l'équilibre, factuellement, il y est parce que j'ai du temps pour moi, pour mes proches, mais dans ma tête, je suis tout le temps dedans, j'ai toujours un truc auquel je pense, et il y a toujours une part de stress, toujours un truc de me dire, il faut absolument que je reste réactive. Donc c'est plus vraiment à ce niveau-là que j'ai un travail à faire, plutôt que de vraiment équilibrer, parce que j'ai du temps pour mes proches, j'ai du temps pour moi, mais c'est pas du temps assez qualitatif, je trouve, parce que... Tu t'autorises pas assez... Ouais, c'est ça. À lâcher, genre juste... Lâcher prise et c'est ça. Dire... Juste me dire ce soir, je m'en fous. J'ai toujours, mais peu importe ce que je fais, toujours l'habitude, dès que j'y pense, de me dire, ok, je fais un tour sur Instagram, c'est ok, un tour sur WhatsApp, c'est ok. Même si je réponds à personne, juste j'ai tout le temps le rappel de va voir au cas où. Ça c'est hyper relou. C'est mon objectif aussi de l'année, c'est de réussir à stopper un peu. À stopper ça. Juste à me dire, si là j'ai 2 jours, je peux ne pas aller sur WhatsApp pendant 2 jours. Même, en fait, le bien que ça me ferait, genre je peux imaginer le bien que ça me ferait de passer 2 jours sans, mais en même
temps, ça peut aussi te stresser en te disant, Non, mais attends, ça se trouve, on est en train de marceler. Quelle est la dinguerie qui va se passer quand je reviens? Cliente, elle a un gros problème, non, mais je suis pas là, j'arrive pas ça. à gérer. Mais justement, par rapport aux relations, vu que tu travailles un petit peu en famille, est-ce que t'as pas vu des problèmes par rapport à ça? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent pas justement travailler avec leur famille, leurs amis, ou se mettre associés avec des gens qu'ils connaissent très bien parce qu'ils pensent que ça peut être problématique. Moi, je pense que ça peut être problématique si les bases ne sont pas posées dès le début. Moi, ma mère, mon père, j'ai jamais testé de travailler avec des potes encore, à voir, c'est peut-être différent aussi, mais j'ai la posture, et j'ai instauré la posture de si j'ai un truc à te dire qui va pas, ou un truc à changer, c'est professionnel et c'est pas personnel, et nos relations personnelles sont beaucoup plus importantes que le pro, et donc du coup si ça match plus professionnellement, on arrête complètement, et je préfère maintenir la relation. Donc en vrai, jusque là j'ai pas eu de problème, parce que on communique beaucoup, mais c'est vrai que j'imagine que ça peut être problématique, et je pense qu'il faut bien cadrer de base le rapport pas le rapport de force, mais le rapport de voilà, il faut que tu saches t'es le boss, et c'est des personnes qui travaillent pour toi, donc il faut que ce soit bien clair, bien posé, et que s'il y a un problème, tu le dises, quoi. Mais t'as jamais eu de répercussions? Non, pour l'instant j'en ai jamais eu, parce que mes parents sont hyper ils sont cool, en général, cool. Genre j'ai pas de problème. Prennent pas trop la tête. Non, zéro. Et si c'est le cas, je suis en mode là ça c'est chiant, et c'est pas arrivé beaucoup, hein. Mais voilà, avec mon père, des fois je lui disais j'aimerais bien que tu fasses un peu plus comme ça, et lui disait non, mais ma méthode c'est plus comme ça. Donc on a dû trouver des petits ajustements, mais rien qui a eu de répercussions négatives sur mon business, quoi. Donc pour l'instant ça se passe bien. Oui, c'est et nickel. J'ai aucun doute, on croise les doigts, on touche du bois. Oui, j'allais dire on touche du bois, mais il n'y en a pas visiblement, donc on va éviter. Mais ça va bien se passer. On va arriver à la fin de ce podcast. Je vais pas te retenir plus longtemps, mais est-ce que, juste comme petite dernière question, tu pourrais nous parler vraiment de ta vision long terme, et jusqu'où tu aimerais pousser Boost Ton Biz? Parce que tu nous as parlé du fait que tu aimerais avoir 4000 nouvelles BT Boss 4000 nouvelles BT Boss, et que tu aimerais atteindre les 8 millions de chiffre d'affaires annuel. Est-ce que tu as vraiment un objectif où tu dis, peut-être ça dépasse même dire, c'est plus qu'ambitieux, mais vraiment tu dis le goal d'une vie, c'est de pouvoir arriver en fait je me dis que dans mes croyances actuelles, je peux pas encore imaginer jusqu'où j'ai envie d'aller, parce que en fait je sens que et j'ai trop de chance d'avoir trouvé ça c'est une grande part de chance, que j'ai trouvé vraiment un truc qui est où je suis parfaitement à ma place, genre c'est parfaitement limite ce pourquoi je suis venue sur Terre, j'ai l'impression, tu vois. C'est que vraiment c'est difficile à expliquer, c'est vraiment ta mission de vie, en fait. Mais c'est ça, en fait, et je sais que j'ai de la chance, parce que tout le monde ne la trouve pas, ou les gens peuvent mettre beaucoup de temps pour la trouver. Moi j'ai vraiment l'impression que là je suis animée d'une mission qui va me driver toute ma vie, et du coup au vu de comment ça avance ces dernières années, je me dis, là, actuellement, je peux pas encore imaginer l'ampleur que ça va prendre, parce que mon ambition, elle est vraiment sans limite avec Boost Ton Biz. C'est vraiment, je me dis, toutes les femmes de France, je veux qu'elles entendent parler de moi, qu'elles comprennent que c'est possible pour elles aussi, et qu'elles rejoignent Boost Ton Biz pour qu'elles changent de vie. Et en fait, tant que j'ai pas touché toutes les femmes de France, limite, enfin même toutes les femmes du monde, c'est tout, parce que je vais pas me limiter à la France. C'est vrai, d'ailleurs, tu veux... je pense sur le long terme, moi, de ouf. J'aimerais que je puisse porter le même message, mais sur plusieurs marchés, complètement. À l'étranger aussi, faire une version anglaise de 100%. Trop bien. C'est sûr, parce que justement j'ai tellement envie que les femmes ouvrent les yeux sur leur potentiel, sur leur capacité. C'est pas encore le cas, genre elles se rendent pas encore compte d'à quel point elles peuvent aller loin, à quel point elles peuvent faire de l'argent, à quel point elles peuvent lancer un business à leur façon. Qu'elles sont légitimes de le faire. Qu'elles sont légitimes, qu'elles sont capables, qu'elles ont tout ce qu'il faut parce en elles. On en revient au début, justement, il y a tellement d'hommes sur le marché que aujourd'hui les femmes, elles ont pas vraiment de modèle féminin sur qui se calquer, et se dire en fait elle est partie de rien, elle a réussi. Exactement. Et t'as un peu le modèle aujourd'hui. C'est le truc que je veux pousser le plus loin possible, et que mes clientes deviennent elles aussi à leur tour des modèles pour les personnes de leur entourage, en fait que moi je porte le truc, et que mes clientes t'aimerais devenir une référence. Ça. Mais oui, de ouf, la référence, voilà. La référence. Mais j'ai envie que, je me dis, si moi je fais bien mon taf, mes clientes vont réussir à avoir des résultats, vont changer de vie, etc., vont du coup à leur tour impacter d'autres femmes, parce que elles auront vu qu'un telle personne l'a fait, que telle personne l'a fait aussi, et que du coup c'est possible pour elles aussi. Et en fait j'ai envie petit à petit, même au niveau de la société, que ça évolue, et que
les femmes se posent plus la question de est-ce que je peux être entrepreneuse, est-ce que je suis légitime de l'être, parce qu'elles le sont toutes au même titre qu'un homme. Ouais. Moi ça j'en suis profondément persuadée, il n'y a même pas une once de doute en moi, mais du coup c'est juste à elles de le comprendre et à elles de le faire à leur manière aussi, et de faire ce qu'il faut quoi. Et du coup, si jamais il y a certaines femmes qui nous regardent et qui veulent se lancer, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Dans tous les cas, les amis, vous aurez tout en barre de description. Donc, si vous voulez parler à Margot, ce sera directement où est-ce du coup qu'on peut te suivre. Principalement Instagram en vrai. Je suis principalement active sur Instagram et puis je repartage. Je suis aussi sur YouTube depuis peu, mais principalement Instagram. En vrai, depuis Instagram, je partage tous mes autres réseaux, donc c'est là où je suis au quotidien. Ok, donc si on veut travailler avec toi, si on est intéressé par le m'envoyer programme, un message, discuter, peu importe, n'importe quelle question. Si on veut devenir une girl boss, Instagram. Voilà, exactement. Super. T'as bien dit. Je suis trop contente de t'avoir reçue. Merci de m'avoir fait l'honneur d'être ma première première invitée. Mais trop plaisir, c'est trop bien. Je te souhaite que le meilleur pour Boost ton Biz et les 8 millions de chiffre d'affaires. On espère. Y croit. On y croit. Oui, merci à toi, c'était trop cool.